êtes formidablement courageux. Parce qu'un samedi matin, de venir travailler pendant 3 heures, alors qu'il fait beau, c'est quand même bravo. Donc je crois que c'est notre 7e demi-journée de travail. Oui. Donc ce matin, c'est sur... on est filmé aussi, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on est filmé, on met ça ensuite sur notre site. Ce matin, on va traiter des questions d'habitat avec Jean-Noël Galvin, qui est un ami, et qui a pas mal d'expériences différentes. Donc Jean-Noël, toi, tu étais au conseil régional, tu t'occupais des lycées, oui. Ensuite tu es parti à la Martinique. En Guadeloupe, c'est ça. En Guadeloupe, tu t'es occupé de quoi? Du logement social, tu faisais du logement social, d'aménagement urbain. Ensuite tu es revenu, tu t'occupais d'Incité, oui. sur Saint-Michel, centre-ville. Oui. Non mais tu es vraiment passé d'Incité à un format de promotion privée. Et maintenant tu travailles chez Vinci. Voilà, j'ai un petit artisan qui démarre. Vinci. Voilà, donc il a quand même une expérience qui est large et il a accepté ce matin de nous donner son point de vue sur les formes d'habitat à espérer ou à mettre en œuvre pour demain. Donc on va peut-être faire 3 groupes quand même, parce que finalement on est peut-être un peu plus nombreux que prévu et je te laisse prendre la parole tout de suite. Alors, bonjour à tous. Oui. La question que m'a posée Alexandra, c'est un peu une question compliquée ou une question intéressante parce que réfléchir à ce qui va se passer en 2050, ça n'engage à pas grand-chose. Hein. On se reverra en 2050 pour en reparler. Mais en tout cas, c'est de se dire aujourd'hui, quel est le contexte dans lequel on vit et vers quoi aujourd'hui, vers quelle tendance on a l'impression de s'orienter. Il faut regarder une chose, c'est que le constat d'aujourd'hui sur Bordeaux, mais comme sur beaucoup d'autres métropoles, c'est évidemment le manque d'espace, la flambée des prix, la pollution et aussi un symptôme qui est de plus en plus d'étalement urbain de cette ville, qu'on appelle un petit peu de cette ville horizontale. Avec un deuxième élément qui revient plutôt maintenant à notre personne, c'est que jusque dans le XXe siècle, on était tous très attachés à notre télé, de plus en plus grande d'ailleurs, à notre voiture, à notre maison, souvent individuelle. On cherchait à tout prix le petit bout de jardin pour que notre fille puisse faire un petit tour de vélo tout autour, mettre une petite piscine en plastique. Et tout ça était un petit peu les référents. Et aujourd'hui, si on ne parle que d'aujourd'hui, on voit vite l'évolution, puisque la télé, on la regarde maintenant de plus en plus sur des tout petits écrans dans notre poche. La voiture, elle est rapidement en partage. Le logement, on s'interroge, ou plus trop d'ailleurs, on s'interroge de moins en moins. Le Airbnb n'existait pas il y a 10 ans, on voit aujourd'hui ce qui se passe dans les métropoles. Donc fort de tout ça, on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, 50% de la population vit dans les villes, vit dans les métropoles. Qu'est-ce qui va se passer en 2050 ? On pense plutôt 70, 80. Donc est-ce qu'on va vers une grosse concentration dans les métropoles ? C'est une vraie interrogation. Autre élément de contexte qui va nous permettre un peu de comprendre la projection, c'est que la population est vieillissante aussi. Aujourd'hui, je reprends mes chiffres, il y a 18% de la population qui a plus de 60 ans. En 2050, on sera plus proche des 33%. Donc là aussi, avec des besoins qui vont être différents, avec ce souhait de pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire que ça doit interroger tous ceux qui participent à la construction de la ville, de comment est-ce qu'on se projette et comment est-ce qu'on va la construire. Et aujourd'hui, ce qui revient assez souvent dans les réflexions d'anthropologues, de sociologues, c'est qu'on va chercher à construire la ville de demain avec peut-être 2 données d'entrée assez importantes. La première, c'est le temps. Alors, je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour moi, le temps. Et deuxièmement, c'est la nature. Aujourd'hui, plus de 80% de la population dit nous, on veut retrouver la nature en ville. Alors, au-delà d'un grand souci écolo, entre guillemets, le vrai sujet, c'est la qualité de vie. C'est la qualité de vie qu'on veut tous retrouver dans cette notion de la nature qui recouvre beaucoup de choses. Alors, je reviens sur le temps parce que c'est quand même fondamental. C'est qu'aujourd'hui, quand on va chercher à habiter dans les villes, la première chose qu'on va essayer à laquelle on va s'attacher, c'est
à retrouver ce qu'on va appeler une ville un peu expérientielle. C'est-à-dire, on veut qu'aujourd'hui, on a tous très peu de temps finalement, on court tous après le temps est quelque chose de très précieux. Et comme il est précieux, demain, de plus en plus, on va chercher à ce que ce temps-là permette vraiment, j'allais dire, de passer du bon temps. C'est-à-dire que je vais être dans la recherche d'une expérience à chaque fois que je vais avoir du temps. Et donc, dans ma vie quotidienne, je vais chercher des modes de vie, je vais chercher des villes qui vont me permettre, à chaque fois que j'ai un peu de temps, de vivre une expérience. Et la demande, de plus en plus, c'est que cette expérience, elle soit aussi liée à la nature, liée à l'environnement, liée à l'air pur, et plus liée à des schémas très isolationnistes, très. Je blaguais tout à l'heure avec ma petite maison, mais voilà aujourd'hui vers quoi on ne veut a priori plus aller. Donc, cette notion d'économie expérientielle, de ville expérientielle, ça veut dire aussi que la ville, elle se fabrique par ses habitants, mais aussi par ses entreprises, par son emploi, et que les gens étant de plus en plus mobiles, c'est comment aujourd'hui les métropoles et les villes, mécaniquement, qui engendrent une concurrence entre elles, on va pas, quand on veut être poli, on parle de complémentarité, mais quand on est dans la vraie vie, on parle de concurrence. Aujourd'hui, les métropoles sont en concurrence, Bordeaux n'est pas en concurrence avec Toulouse, enfin, j'espère, mais j'espère qu'elle est plutôt en concurrence avec Barcelone ou d'autres grandes métropoles comme cela. Ça veut dire que ces habitants ont aussi, demain, par aussi un autre élément qu'on doit prendre en compte dans ce contexte, une faculté de mobilité aujourd'hui et encore plus demain, qui va faire en sorte que les habitants vont switcher. Et les habitants vont aller là où la ville, finalement, est construite pour eux, pour leurs attentes, dans leur recherche d'habiter, de bien-être et d'expérience, de qualité d'expérience. Si je reviens à cette photo, ben c'est très intéressant parce que évidemment qu'on voit que Bordeaux est déjà en avance sur cette notion d'expérience et de nature. Ben aujourd'hui, on débouche sur les quais et on va s'asseoir, on va passer du temps ensemble sur ces environnements urbains, et j'en reparlerai tout à l'heure. Et deuxièmement, comment est-ce que dans ces villes-là, ce temps-là, on mêle aussi la nature? Pourquoi la nature? Parce que et c'est l'objet de mes illustrations un petit peu maintenant. Comment est-ce qu'on traduit ce temps et cette nature dans la ville? Qu'est-ce que c'est? Cette bête a été livrée en janvier 2018 par Amazon à Seattle. C'est les biosphères. Qu'est-ce que c'est? Jeff Bezos, qui n'est pas reconnu pour être le manager le plus magnanime, le plus agréable du monde, business is business, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il se rend compte que ses collaborateurs, ses salariés, ce sont ses bureaux. Ses collaborateurs, ses salariés travaillent mieux dans un environnement naturel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des bulles, il a planté 40 000 arbres, 40 000 plantes, et il a mis ses collaborateurs dedans. C'est pas écolo machin chose, hein, c'est business is business, c'est pas pour planter des arbres, c'est pour que ses salariés travaillent mieux. Mais en partant de ce concept-là, eh ben, il crée aujourd'hui des environnements complètement propices à faire en sorte que la productivité, son salarié s'y sente bien. Il y a très peu de tables, très peu de chaises, très peu de bureaux, les gens travaillent debout. D'ailleurs, on s'y prend tous hein, quand on est au téléphone, et on est tous bien souvent beaucoup plus productifs quand on marche avec son téléphone portable et qu'on n'est jamais assis hein, finalement avec son téléphone. On est plutôt tout le temps en mouvement. Ça, c'est un premier élément du retour de la nature, en ville et comment on l'intègre justement dans cette notion d'économie expérientielle. Encore une fois, c'est pas de dire aujourd'hui j'ai planté des arbres pour être écolo, hein, c'est parce que ça répond aussi à un enjeu d'économie et de business. Autre élément, c'est un projet de pont à Londres. C'est pas pour faire passer des voitures, c'est un pont piéton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on recrée de la connexion? Comment est-ce qu'on recrée du vivre ensemble sur l'espace public? Comment est-ce qu'on redonne une grande qualité à l'espace public? Parce qu'on va voir tout de suite ensuite que la qualité de l'espace public, c'est la seule solution de la réponse au vivre ensemble et aussi de l'acceptabilité d'une compacité demain de la ville. J'aime pas trop le mot densité parce que derrière le mot densité, on recouvre pas mal de notions différentes, mais la notion de compacité demain de notre ville, de nos villes qui vont plutôt devenir des villes verticales que des villes horizontales, pour tout simplement des enjeux de mobilité qui vont être de plus en plus contraignantes et pour parler de congestion. Parler de ville verticale. Quand on parle de ville verticale, évidemment, on pense aux tours, aux gratte-ciel, mais évidemment que la vraie problématique aujourd'hui des gratte-ciel, au-delà de l'appréciation psychologique de certains territoires, Bordeaux n'a pas encore sauté le pas, et dès qu'on monte un peu trop haut,
on ratiboise les derniers étages pour pas faire trop peur, aux voisins surtout. La vraie question aussi des gratte-ciel, c'est le petit clin d'œil, c'est l'ombre en fait. Les gratte-ciel, c'est la problématique de l'ombre portée de ces immeubles qui vient évidemment gréver énormément la qualité d'habitat et d'environnement. Il y a aujourd'hui des architectes, en l'occurrence un cabinet new-yorkais, le cabinet NBBJ, qui a conçu des tours qui aujourd'hui ont une forme étudiée qui permet de refléter le soleil et par des jeux de reflets, de préserver finalement la lumière et le soleil sur l'environnement. Sans tomber dans le four solaire qui va faire fondre les voitures, ou vous, dès que vous passez, vous êtes cramé. Non, on est voilà, dans des sujets sérieux et réels. Autre enjeu, on parlait d'espace public, de qualité d'espace public. Évidemment qu'un autre enjeu, c'est une photo que peut-être vous connaissez. J'ai pas voulu mettre la rocade, j'ai juste mis les boulevards. Alors, non pas pour montrer la congestion, quoique, mais aussi pour réfléchir à ce que sera aussi demain la qualité de vie dans cet environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de vivre sur les boulevards. C'est la double fenêtre, on ne peut pas s'ouvrir dessus parce que dès qu'on ouvre, c'est compliqué, c'est pollué dehors, c'est certainement encore plus pollué à l'intérieur de notre maison. Faut savoir que la pollution fait 6 millions de morts par an dans le monde. C'est pas rien. On est plutôt, nous, aujourd'hui, dans des environnements préservés. Mais demain, avec l'avènement de la voiture électrique, on y court. Évidemment que ces territoires-là vont être à reconquérir, vont être à requalifier et vont nous amener à être dans des stratégies aujourd'hui de qualité d'espace public encore bien meilleures. Un élément qui est aussi important à prendre en compte dans cette problématique de la ville, c'est que, évidemment, on parlait de nature, on parlait d'environnement, tout le monde connaît cette problématique de dire qu'aujourd'hui, au rythme auquel on consomme, on sera en 2050, il faudra 2,5 planètes pour subvenir à nos besoins. On voit bien que c'est dramatique, ça doit nous interroger, les prises de conscience sont lentes, mais on voit bien que les nouvelles générations, ce qu'on appelle les millennials, les générations Y, tout ce qu'on voudra, sont largement en avance là-dessus et beaucoup plus exigeants. Et donc, évidemment que ça doit nous interroger aussi sur la façon de construire, sur la façon d'habiter, sur la façon de vivre ensemble. Aujourd'hui, voilà des réflexions qui arrivent de plus en plus. C'est le Dragonfly qui est à Manhattan. Alors, ça n'existe pas, c'est au secours, pour ceux qui n'ont pas vu New York encore, mais c'est donc un projet qui s'inscrit dans cette vision de dire aujourd'hui comment faire aujourd'hui vivre ensemble sans être tous ce qu'on appelle des navetteurs, c'est-à-dire on se lève le matin, on va au bureau, on revient, on a perdu 3 heures dans les transports, et c'est aujourd'hui comment est-ce qu'on construit dans nos villes, dans nos métropoles, des polarités qui recouvrent à la fois l'habitat, l'économie, l'environnement, les circuits courts en matière aussi d'agroalimentaire productive dans les villes, c'est-à-dire en clair, ça c'est une ferme qui aussi produit l'entièreté des besoins alimentaires de l'îlot, de l'environnement immédiat, et éviter de faire venir les cerises du Pérou et autres joyeusetés de fraises en hiver. Je crois qu'il y en a un qui avait dit « je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Donc ça c'est aussi une vraie réflexion qui aboutit par exemple justement voilà, à ces notions de ferme solaire, mais aussi on retrouve encore cette notion de comment est-ce qu'on veut vivre demain dans notre environnement, donc une vue évidemment toujours très agréable, d'une qualité intérieure, de comment est-ce qu'on veut vivre demain dans un environnement naturel qui sera productif au vivre ensemble, au partage, et à ne pas être à chaque fois dans un environnement sclérosé et très dur. Autre réflexion, là ce sont encore des gratte-ciel, c'est plutôt des réflexions en Chine, c'est comment en fait toutes ces entités-là sont des entités qui sont autonomes, là encore une fois, mais connectées à la ville, connectées à un environnement urbain global, mais on ne vient pas créer de la contrainte supplémentaire dans la ville, on ne vient pas créer de la contrainte supplémentaire dans l'environnement. On se niche de façon assez aimable aujourd'hui dans l'environnement urbain, et tout ça, chaque galet est un écoquartier qui est autosuffisant et qui permet d'avancer et puis de loger les gens. Aujourd'hui, il y a plus de 130 métropoles millionnaires dans le monde. Bordeaux, quid, un autre sujet.
J'ai voulu mettre cette petite photo aussi pour un peu alerter sur 2-3 choses. On parle beaucoup du pétrole, le manque du pétrole. Alors c'est une photo que j'ai prise un petit peu sur un coin de table lorsqu'un collègue est venu me montrer sa petite feuille avec son petit bricolage type EMT, n'est-ce pas, pour ceux qui avaient fait de l'EMT dans une autre vie. En fait, c'est quoi? C'est la fin des ressources et l'échéance minière, la fin des ressources minières. On voit qu'en haut, c'est l'argent. En 2021, il n'y aura plus d'argent. Il n'y aura plus d'argent disponible dans les mines. L'or, c'est 2025, le zinc, 2025, le plomb, 2030, etc. Le cuivre, 2039. Ça veut dire quoi? Pourquoi cette photo? Parce que là encore, ça doit aussi, et c'est un autre volet d'habiter en 2050, ça doit aussi nous interpeller sur le mode de construire. Aujourd'hui, on est resté, entre guillemets, à l'âge de pierre. Il n'y a pas eu de révolution industrielle dans l'acte de construire. Depuis les années 80, on construit toujours pareil. Au-delà des réglementations qui sont venues s'empiler, qui sont venues contraindre un petit peu cet acte de construire. Mais ça veut dire, au travers de ce petit clin d'œil, simplement que, j'ai mis en bas à droite un petit mot, c'est l'économie circulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, les bâtiments devront être leur propre source de recyclage. Et la première source, par exemple, de cuivre demain, aujourd'hui en Belgique, la première source de cuivre, c'est les bâtiments eux-mêmes, c'est le recyclage. Il faudra demain que nos bâtiments soient conçus de telle façon à ce qu'ils soient facilement recyclables. Aujourd'hui, les grands groupes sont en train d'installer ce qu'on appelle des plateformes d'échange. Je déconstruis un bâtiment, je le démantèle, on ne démolit plus bien entendu, on démantèle. Une fois qu'on a dit ça, on a toujours les mêmes problèmes avec ce qu'on a démantelé, n'est-ce pas? Les portes, les fenêtres, des parquets, le cas échéant. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop qu'en faire. Et donc l'enjeu, c'est les grands groupes se sont retrouvés autour d'une plateforme numérique en disant, ben voilà, moi j'ai démoli une barre d'immeuble, un bâtiment, j'ai 300 fenêtres, je les ai mis sur cette plateforme d'échange, qui en veut, qui en a besoin. Et en fait, c'est la mise en relation d'un marché et d'une économie circulaire qui permet aujourd'hui de réfléchir à ces problématiques-là. Ça veut dire que les architectes et les bureaux d'études vont devoir aussi concevoir ces bâtiments facilement recyclables. Et on va créer à ce moment-là un nouveau business, une nouvelle économie pour être de moins en moins impactable sur nos formes de vie. Pour redescendre maintenant un peu plus dans la précision du logement, puisque c'était aussi une des dernières questions, c'est comment est-ce qu'on va habiter? Comment est-ce qu'on va habiter? Ma petite première photo avec ces grands épanelages de maisons individuelles, est-ce qu'on a tous aujourd'hui... on a tous envie d'habiter peut-être dans 200 mètres carrés, n'est-ce pas, avec un grand jardin, une grande piscine et tout ça. Pas sûr d'ailleurs, pas sûr que ça soit d'ailleurs les modèles de demain, de nos enfants, de ceux qui auront 30 ans en 2050. Pas sûr. Et puis pas sûr qu'on aura les moyens. Parce qu'à un moment donné, il faudra se poser les vraies questions de solvabilité, d'être capable d'acheter ou pas les quelques mètres carrés. À Bordeaux, en un an, on a perdu 6 mètres carrés de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que l'année dernière, on pouvait s'acheter avec la même somme d'argent 6 mètres carrés de plus que cette année. Bon, mécaniquement, on voit bien que ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, ça c'est un travail que fait le MIT Massachusetts. C'est un studio qui fait 20 mètres carrés et que par son ergonomie, il en génère 60. C'est-à-dire que en fait, l'enjeu, ce n'est pas tant d'avoir de la surface, c'est d'avoir de l'usage. C'est comment les 20 mètres carrés me permettent de mieux vivre. Et en fait, vous avez dans cette photo un bloc central qui est un bloc technique, dans lequel on retrouve tous les besoins fondamentaux du logement. Et ce bloc, il circule dans le logement, il peut se coller complètement à droite pour libérer le plus possible d'espace de vie convivial. On sort le lit quand il n'y a plus personne, suivant, mais il y a le besoin auquel on a répondu, le besoin de travail, le besoin de table, et donc on module ainsi l'espace pour optimiser les 20 mètres carrés en un espace de 60 mètres carrés. Ça doit nous interroger sur quels sont les modes de vie auxquels on veut prétendre plus tard. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de tous les les co-living, les co-working, les colocations, les covoiturages, tout ce qu'on voudra avec les co. Qu'est-ce que c'est que le co-living? Le co-living, ça existe déjà, mais c'est une tendance assez lourde puisque c'est pas de la colocation, c'est
vivre ensemble mais séparément. Ça veut dire que chacun a son espace privé, intime, généralement conçu au travers de studios ou T2. Hein, on a chacun sa salle de bain, sa kitchenette, donc on a son espace privé, intime, où on peut vivre de façon entre guillemets un petit peu séparée, pour ne pas dire isolée. Mais après, ce qui fait la différence de tout cela, c'est une grande qualité des espaces communs, des laveries, des cuisines, des salons, qui fait qu'on est à ce moment-là dans le partage, dans l'échange, dans le vivre ensemble. Et aujourd'hui, il commence à s'en déployer beaucoup aux États-Unis, évidemment, qui ont toujours un petit peu de longueur d'avance, mais il faudra qu'on soit nous aussi attentifs à ne pas tout prendre ce qui vient des États-Unis. Hein. Mais Paris commence à s'y mettre. Voilà. Est-ce que ça va être une tendance lourde demain, de se dire, on va consommer aussi le logement. On ne va plus être forcément dans le fait de dire, ça c'est ma maison, mon logement, ma maison de famille. Non, bien entendu. Aujourd'hui, les jeunes sont aussi dans l'approche du logement comme une approche de consommation. Je consomme mon logement, je suis mobile, et c'est ça la révolution, c'est la mobilité. Je suis mobile, et je vais être de plus en plus mobile, justement pour boucler la boucle, si j'ose dire, vis-à-vis des villes qui me généreront du temps, donc de l'expérience positive au travers d'un environnement naturel. Et c'est ça qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va être dans une concurrence des métropoles et des villes qui auront compris qu'ils vont fabriquer la ville, il faudra fabriquer la ville pour permettre à ses habitants d'y s'y trouver bien, et ils s'y trouveront bien si je leur permets de leur générer du temps de plaisir, du temps, le peu de temps qu'ils ont, au vivre ensemble et dans un environnement naturel. Là, à Bordeaux, dans nos environnements, on a la chance de pouvoir vivre dehors, de vivre dans des espaces privilégiés, avec une grande qualité de l'espace public. Donc aujourd'hui, la grande vigilance, ça, c'est l'acceptabilité, on va dire d'une compacité, d'une densité, allez, c'est pas un gros mot, d'une densité, d'une capacité à pouvoir vivre convenablement et très convenablement dans ces environnements compacts, mais en même temps, on aura déployé autour de cela une grande qualité de l'espace public. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous ce matin rapidement. Merci à chacun. Merci. Vous parlez du numérique. Non, parce que c'est déjà presque fini. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est déjà presque fini? C'est que le numérique, c'est vrai, va se mettre à notre service. Je suis passé... On l'espère, avec l'intelligence artificielle. Par exemple, aujourd'hui, il existe des fenêtres intelligentes qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction de la qualité de l'air intérieur, puisqu'on sait aujourd'hui que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Donc aujourd'hui, il y a tous ces équipements-là. Pourquoi je dis on ne parle plus du numérique? C'est parce que le numérique va presque disparaître pour se mettre à notre service, je l'espère aussi, mais à notre service dans la qualité de vie, dans la qualité du quotidien, notamment par rapport aux seniors. Comment est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on travaille de plus en plus aux réflexions d'îlots de services dans lesquels, en particulier, les seniors seront réinstallés. Je parlais du vieillissement de la population. Aujourd'hui, les seniors demandent de plus en plus de rester chez eux le plus longtemps possible, mais c'est comment, grâce à la technologie, je les accompagne. Aujourd'hui, il y a des systèmes de prise, je sais pas pourquoi je regarde, mais il y a des systèmes de prise qui, aujourd'hui, permettent de détecter si la personne tombe, si la personne a un souci, sans avoir des appareillages un petit peu dégradant ou un petit peu stigmatisant, le bouton, le collier avec le bouton autour du cou. Donc voilà aujourd'hui vers quoi va nous amener la technologie. Aujourd'hui, il y a même ce que j'appelle les Google radiateurs. C'est quoi les Google radiateurs? Aujourd'hui, tous les centres les data centers. Aujourd'hui, on consomme tous de la donnée, du numérique, et tout ça, il faut le stocker. Ça consomme énormément de chaleur. Ça produit énormément de chaleur. C'est souvent installé en Norvège, etc., pour limiter les besoins en clim, mais c'est des catastrophes environnementales ambulantes. Et à un moment donné, alors je regarde aussi, les radiateurs, demain, c'est même pas demain, puisqu'il y a un projet aujourd'hui qui se mène sur le Grand Parc, où on va installer des mini-serveurs, des mini-data centers sous forme de radiateurs. En fait, les radiateurs que vous aurez demain chez vous sont des calculateurs de stockage de données.
vous n'avez plus de réseau, plus rien, c'est que de la fibre optique. Et donc en termes, là encore, de ressources, cuivre, etc., tout ça va disparaître. C'est de la fibre optique qui vous amène à un data center, un mini data center. Vous voulez plus chaud, vous augmentez le pouvoir de calcul de votre mini data center. Vous voulez moins chaud, vous le coupez, il ne calcule plus. Et aujourd'hui, ça marche. C'est une économie géniale. On ne consomme pas des grandes boîtes de data center où il faut climer, etc. Voilà aujourd'hui un peu vers quoi la technologie va nous amener. Moi, j'ai une petite question. J'en ai une même. Parce que là, tu nous as montré plein d'exemples un peu exceptionnels. Mais c'est à quelle échéance tout ça? Parce que aujourd'hui, on n'y est pas du tout encore à la ville compacte, à la ville dense, à l'acceptabilité de ces phénomènes. Il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger. Les classes moyennes ont beaucoup de mal à se loger. Enfin, il y a quand même c'est des perspectives qui sont lointaines, mais qui semblent assez marginales. Pas tant que ça. Par exemple, là, le dernier exemple que j'ai cité sur le co-living, aujourd'hui, c'est des unités assez compactes. Aujourd'hui, pour que ça fonctionne, on doit être sur pratiquement 150 logements, 150 studios. Donc ça fait déjà des entités compactes. En fait, où est la prise de conscience? La prise de conscience, elle est sur, à un moment donné, le manque de place et le gaspillage des ressources foncières. La métropole, quand elle a formé son PLU il y a 3 ans, elle a fait un diagnostic des fonciers disponibles dans la métropole pour évidemment évaluer la capacité à construire et répondre aux besoins des habitants du territoire. Le diagnostic était simple, il faut construire sur le même foncier qu'auparavant 3 fois plus. 3 fois plus. C'était mécanique, ça veut dire qu'il faut amener une densité pour éviter, une compacité pour éviter de gaspiller le foncier. Gaspiller le foncier, ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire aussi la flambée des prix, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une problématique d'offre et de demande. Il faut produire du logement, bien sûr, il faut le produire mieux, et il faut éviter de gaspiller le foncier, parce que derrière, c'est l'étalement de la ville, c'est la congestion des rocades, c'est la congestion des boulevards, c'est les transports, et c'est comment aussi dans la construction de la ville, je parle de co-living, je n'ai pas parlé de coworking, mais c'est aussi aujourd'hui l'enjeu d'une mixité de fonctions et de compacité d'immeubles. C'est-à-dire demain, on va de plus en plus vers une espèce de millefeuille de fonctions. Le Dragonfly, c'est un peu ça. C'est dans un même environnement, à la fois l'habitat, à la fois les ressources nourricières, à la fois l'emploi, pour éviter la congestion de la ville. On en est loin quand même. Pas tant que ça. Franchement, pas tant que ça. Dans la suite de la question d'Alexandra, c'est qu'effectivement, là, quand tu parles du PLU, on parle aussi de la métropole millionnaire 2030, on n'est pas du tout sur ces modèles-là. On n'est pas du tout dans cette... c'est pas ce qui a été programmé en tout cas. Absolument. C'est pas le logiciel qu'on a utilisé jusqu'à présent. Il n'est jamais trop tard, Mais aujourd'hui, on voit bien, et c'est pas moi qui le dis parce que je n'ai pas cette prétention ni cette compétence, mais les études aujourd'hui des anthropologues et des sociologues nous amènent à dire attention. Aujourd'hui, qui est-ce qui forme la ville? Qui est-ce qui fait le vivre ensemble? C'est nous tous, c'est les habitants. Et aujourd'hui, les habitants, grâce ou à cause de leur mobilité, de leur capacité à être de plus en plus, consommateurs finalement de leur vie, de leur ville. Aujourd'hui, on a tous, pas tous, mais les jeunes, la plupart du temps, ils ne sont pas restés à Gradignan toute leur vie. Je dis Gradignan au hasard, mais parce que j'ai habité Gradignan longtemps, voilà, comme ça au moins c'est fait, mais ça évite les problèmes. Mais aujourd'hui, les gens sont mobiles. Donc, où est-ce qu'ils vont aller vivre? Ils vont aller vivre dans ces villes, dans ces métropoles qui vont leur fournir cela, c'est-à-dire cet environnement urbain qualitatif. Donc comment je dégage de l'espace public soigné et en installant de la nature, et derrière, malgré tout, la capacité à acheter mon logement, elle est difficile. Donc je serai mécaniquement dans quelque chose de compact. Mais il n'y a pas une illusion de la métropole quand même, parce que bon là, 75% des gens de la région parisienne veulent partir. L'objectif de métropole millionnaire,
C'est un but en soi ou c'est une nécessité? C'est la très bonne question. Est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est une ambition? Le ratio, là, vous avez dit, le foncier, il faut multiplier la densité du foncier par 3. Ça veut dire quoi? Que les logements sont plus grands ou qu'il y a 3 fois plus de personnes? Ouais, Mais les logements vides, avec les logements statistiques vides. démographiques, il n'y a pas 3 fois plus de C'est un personnes. tiers de la ville. Non. Alors, c'est très bonne question. Très bonne question au pluriel. Alors, je réponds sur les logements vacants. On parlait des problématiques de logements vacants. Les logements vacants, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Alors, millionnaire. Ambition. Tu as dit, est-ce que c'est une ambition Une ambition ou une nécessité? Non mais attends, tu Alors. peux aussi rajouter, est-ce que c'est nous qui le contrôlons ça? Exactement. Est-ce que quelqu'un le contrôle? C'est le Non, c'est- mais Parce que c'est aussi on ça entend le débat. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, on entend qu'il faut que la métropole soit millionnaire, il faut faire ci, il faut faire ça. Non mais on Alors, n'entend faut pas, être- elle le saura, Il faut obligatoirement. être- On Non, mais n'entend au pas, elle le début- saura au obligatoirement. début, c'est un objectif d'ambition. C'est-à-dire, c'est-à-dire justement, il faut être mieux que Toulouse, il faut être mieux que Barcelone, c'est mieux aussi. Et puis après, ça devient peut-être un objectif d'ambition, ça devient peut-être une nécessité aussi, mais ça s'est enclenché, quoi. Mais absolument. Je ne Et sais pas si c'est ça, c'est pas plutôt une projection qu'il y a eu, et contrairement à certaines villes où ils ont été débordés, ils n'ont pas pu faire face à une progression démographique forte, Bordeaux Non, a mais cherché à chez les anticiper les politiques, il y a infrastructures. toujours une ambition, quelque part. Le fait que les Parisiens arrivent sur Bordeaux, ça fait même 20 ans déjà, et ça fait quand même 15 ans qu'on est en excédent, qu'il y a un flux excédentaire. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a une projection. Mais en fait, vous avez, tout le monde a raison. C'est-à-dire que ça a démarré par une ambition, mais une ambition noble, c'est-à-dire de vraie gouvernance politique. C'est-à-dire aujourd'hui, l'attractivité de la métropole bordelaise est acquise. Je crois qu'on peut tous que s'en réjouir. Quand on voyait l'état du centre historique de Bordeaux, quand on voyait cet environnement, ces façades noires, ces parkings sur les quais, voilà, l'arrivée du tramway, enfin tout ça a été évidemment une révolution sur Bordeaux. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, en effet, c'est cette attractivité qui génère aujourd'hui ce fléchage ou ce pointage de métropole millionnaire en 2030. Est-ce que c'est aujourd'hui une ambition ou une réalité? La métropole gagne 15 000 habitants par an. 15 000 habitants par an, on est à 750 000 aujourd'hui, ça veut dire qu'en 2030, on y est. On y est. Alors, est-ce qu'on veut y être plus vite ou comment on veut y aller? Et c'est là où l'enjeu des politiques est essentiel. C'est quelle gouvernance on installe pour le piloter. Et quelle ville on veut construire. Bordeaux et la métropole a une chance insolente, c'est qu'elle dispose aujourd'hui d'énormément de fonciers disponibles, d'anciennes friches industrielles, dans le cœur de sa ville. C'est une chance incroyable qu'il ne faut surtout pas gâcher pour construire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, la mesure et l'acceptabilité finalement de chacun, parce qu'on est tous pareils, le retour à la nature et à l'environnement et à la qualité de l'espace public, c'est parce que on veut éviter d'être les uns sur les autres. C'est humain. C'est humain, il n'y a pas à s'en inquiéter. Mais malgré, une fois qu'on a dit ça, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que demain, pour se déplacer dans la métropole, s'il faut prendre la rocade, aujourd'hui à 15h, on est planté dans la rocade, etc., etc. Et ça a des impacts, en l'occurrence sur l'économie, dramatiques. Donc comment est-ce qu'on installe une ville qui va être acceptable par sa compacité? Et je le redis avec beaucoup d'insistance, elle ne le sera acceptable, cette compacité, en fonction du curseur qu'on le veut, que parce qu'on aura des qualités d'espace public majeures, parce qu'on est dans le vivre dehors, on est dans le vivre ensemble, en dehors demain de son logement. Et sur les logements vacants, juste un mot, à Bordeaux, il n'y a plus de logements vacants. Il n'y a plus de logements vacants. D'abord pour une bonne raison, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait, notamment dans le centre ancien, sur la reconquête de ces logements vacants et des marchands de sommeil, mais en même temps, comme il y a aujourd'hui une autre problématique, c'est que quand on dit qu'il n'y a plus de logements vacants, il ne faut pas que ça soit pour des mauvaises raisons encore. C'est-à-dire que la pression aujourd'hui sur la ville de Bordeaux et son agglomération est telle que même encore les quelques logements vacants, parce que un petit peu insalubres, un petit peu dans des états difficiles, ne le sont plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore des poches d'insalubrité dans la métropole, aujourd'hui dont on s'occupe, quand je dis on, c'est la collectivité dont on s'occupe, mais
voyez, aujourd'hui, la problématique du logement vacant, c'est que c'est un autre phénomène qui s'installe. C'est un autre phénomène sur lequel la pression est forte. J'ai écouté ce que vous disiez sur le co-living, etc. Moi, ça me rappelle une expérience qui a été tentée en Union soviétique qui s'appelle le collectivisme. Et parce qu'on est en train d'essayer d'habiller avec des nouveaux mots d'anciens contrats. Première question. Et seconde question, est-ce que le vivre ensemble dont vous parlez n'est pas là encore peut-être quelque chose de factice, étant donné que désormais, la vraie ségrégation sera sur ceux qui pourront s'offrir de l'espace et ceux qui ne pourront pas s'offrir de l'espace. Et donc ceux qui vont aller à l'extérieur des villes ou qui auront des grandes maisons dans la ville, et ceux qui seront donc dans cet espace de lieux collectifs. C'est un sujet majeur, vous avez raison. C'est comment est-ce que la ville aujourd'hui permet à tous d'y habiter. Et comment est-ce que la ville, et là c'est un vrai enjeu politique au sens noble du terme, c'est comment aujourd'hui la ville, par sa gouvernance, permet à chacun d'y trouver sa place. Évidemment qu'il y aura toujours ceux qui auront plus de moyens que d'autres et qui auront cette capacité à avoir plus que d'autres, dont acte. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a une vraie flambée des prix, une vraie contrainte de prix aujourd'hui sur la métropole, sur toutes les métropoles. Comment est-ce qu'on y répond ? Moi, je suis assez croyant, pratiquant de la gouvernance publique. C'est que je pense qu'aujourd'hui, il est important que sur ces territoires sous tension, il y ait une forte ambition de la puissance publique et une régulation du marché. Tout en laissant derrière, moi qui suis dans le privé pur et dur, l'initiative ensuite d'intelligence, de concept, etc. au privé, parce que à plusieurs cerveaux on réfléchit mieux, il faut agréger les forces des uns et les forces des autres. Mais par exemple, ce qui se passe aujourd'hui sur Euratlantique. Euratlantique est aujourd'hui une zone très importante autour de la gare et de l'autre côté de l'eau. Euratlantique a installé des niveaux de prix en revente, en disant, écoutez, voilà, je suis désolé, sur ce territoire, l'État demande que on ne dépasse pas 3 800 € du mètre carré, 3 600 € du mètre carré. Voilà, terminé. Ça veut dire qu'à partir de là, où s'installe la variable d'ajustement ? Elle s'installe sur la valeur du prix du foncier. C'est certain qu'il y a quelques propriétaires qui grincent un peu des dents, surtout aux effets de frontière. Si vous êtes du bon côté de la rue et de l'autre, d'un côté, tant pis, et de l'autre côté, tant mieux. En même temps, là encore une fois, la gouvernance publique, dans ces cas-là, elle s'installe où ? Elle doit s'installer que sur les territoires en difficulté. La gouvernance publique doit aller là où c'est difficile, pas là où c'est facile. Le privé va où c'est facile. Il faut bien que le public aille là où c'est difficile. Et ces territoires où s'installe Euratlantique, c'est bien des territoires difficiles, autour de la gare. Quand vous arrivez aujourd'hui à Bordeaux par la gare Saint-Jean, vous arrivez par le cours de la Marne, le boulevard le plus difficile ou glauque de Bordeaux. Tout le monde déboule par là, par ces territoires-là. Donc, il y a besoin d'une initiative publique qui gouverne ce territoire. Et c'est ça, de mon point de vue, une des solutions pour venir justement jouer ce rôle d'amortisseur et du vivre ensemble. On n'obligera pas les gens à vivre ensemble, mais on donnera les conditions du vivre ensemble. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la mesure ? C'est justement c'est l'économie qui fait la mesure. Et c'est l'économie, je reviens à cette notion d'économie expérientielle. Aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles cherchent ? Elles cherchent des salariés compétents, pas chers, pas toujours, et trouver des territoires où s'installer. Aujourd'hui, la question sur la métropole bordelaise, j'ai une entreprise, où est-ce que je m'installe ? Je ne peux pas circuler sur la rocade, je ne peux pas habiter, parce que mes salariés ne vont pas pouvoir se loger parce que c'est trop cher. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est un vrai point d'alerte. L'attractivité aujourd'hui de la métropole bordelaise doit être aussi un vrai point d'alerte. Et comment j'accompagne cela ? Euratlantique est aussi une réponse. Comment est-ce que je prévois, de façon, j'allais dire un petit peu autoritaire, mais politiquement autoritaire, ces territoires d'approche, etc., etc., et comment je conçois la ville de telle façon à éviter les navettes entre Bordeaux, Libourne, Arcachon, où aujourd'hui on ne sait plus circuler. Donc, ça passe par un vrai pilotage public des territoires. Moi, je suis d'accord avec Alors attendez,
Terrani, attends, ce que je veux dire, c'est Terrani là, et Yannick me disent, est-ce que plutôt que de se mettre en groupe, on continue à être dans ce format de questions-réponses tous ensemble ce matin? On pourrait faire ça? Hein? Comme ça, chacun fait. Ça vous va comme ça? Vas-y. Voilà. C'est très bien, la présentation m'a plu, mais moi je vais essayer de ne pas aller dans votre sens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pour essayer d'ouvrir d'autres débats. Si vous avez remarqué, tout ce qui a été fait, vous avez présenté des nouvelles constructions, c'est des nouvelles zones. Aujourd'hui, les grandes buildings, les constructions extraordinaires, elles ne sont pas faites dans des vieilles villes. On a créé de nouvelles villes. Des endroits où c'était des friches, il n'y a rien, à l'extérieur du centre-ville, pour essayer d'attirer les gens à l'extérieur. Si on regarde aujourd'hui dans le monde entier, la majorité de ces constructions, elles s'orientent vers où? Vers l'Asie. L'Asie aujourd'hui, ils ont des espaces où ils ont commencé à construire parce que ils n'ont pas assez de logements, ils sont très nombreux. Après, ce type de construction, on le trouve où? On le trouve dans les pays où il y a de la richesse, le pays du Golfe. Alors, allez, faites un tour à Dubaï, là, vous avez l'impression de voir tout ce que vous avez présenté, c'est magnifique. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire dans une ville comme Bordeaux, ce type de construction. Ceci m'amène à une autre réflexion. Pourquoi on veut changer quelque chose qui existe? Pourquoi ne pas créer? On veut changer quelque chose parce que c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Il y a une infrastructure qui est autour. Ce qui veut dire, il y a le train, on veut construire là où il y a, trouve 2 ou 3 maisons, on le rase, on construit un petit building, on va essayer d'aménager quelque chose, des constructions, des cages à lapins, c'est l'expression, pour loger plus de monde. Mais pourquoi on ne partirait pas d'une notre façon de voir les choses? On a beaucoup de territoires autour de la centre-ville. Gardons le centre-ville pour celui qui a envie d'être au centre-ville. Et c'est pour cela, nos amis parisiens, j'ai dit nos amis parisiens, parce que pour ne pas que les gens pensent que je les critique de venir dans notre belle ville, de faire venir les jeunes ici à Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre d'avoir les cages à lapins là-haut, d'avoir les immeubles. Pourquoi ne pas créer des possibilités dans notre région? Il y a plein de territoires assez libres pour construire de ce genre de projet avec une liaison ferroviaire pointe à pointe. Mais attends, et surtout, on a la prochaine fois, c'est quand Alain? Sur les trajets. 26. Ouais. Le 26 mai, on a une nouvelle conférence avec Jean-Marc Hoffner qui va travailler sur Bordeaux et les autres communes du département. Donc la question de la ville, le centre... On ne va pas fermer Bergerac ni Agen. On ne va pas fermer Bergerac et Agen, et les transports existent entre eux. Mais en fait, les territoires sont en compétition. Et aujourd'hui, c'est cet équilibre simplement qu'il faut trouver. Je redis une chose, là aujourd'hui, toutes les photos que je vous ai montrées, j'ai fait exprès justement de ne pas tomber dans le piège de vous montrer Dubaï, etc. Parce que ça n'a aucun intérêt. Je vous ai montré Londres, je vous ai montré aujourd'hui des territoires, je vous ai montré Manhattan. On est dans des cœurs de ville. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est l'enjeu aussi de construire la ville sur la ville, pas faire tabula rasa. Aujourd'hui, ce qui existe, la chance qu'on a à Bordeaux, c'est cette qualité de patrimoine qui en fait aujourd'hui un joyau. Mais il ne faut pas que ça devienne un musée. Il faut que ça soit vivant. Il faut qu'aujourd'hui, cette ville, elle s'adapte aussi à réinstaller de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est la chance encore de Bordeaux, parce que on fait le focus sur Bordeaux. Bordeaux dispose encore de terrains colossaux, complexes, dans le cœur de Bordeaux. On parle de la métropole. On ne parle pas pour voir habiter loin. Il faudra, Libourne, il faudra, comme l'a dit Alexandra, travailler sur ces territoires. Et juste un mot, les cages à lapins, le problème, je comprends que ça soit difficile, mais aujourd'hui, on n'est plus dans ces schémas de cages à lapins. Les architectes, je ne suis pas architecte, donc je le dis avec beaucoup plus de liberté, les architectes aujourd'hui font des efforts colossaux, les bailleurs sociaux font aujourd'hui des efforts colossaux, et c'est d'ailleurs bien souvent les bailleurs sociaux, les offices HLM, etc., qui sont très en pointe sur la qualité de vie et le confort de vie dans ces logements. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être inéluctablement
amené à ajuster la taille des logements à des vraies réalités de confort. Quand j'ai montré mon studio de 20 mètres carrés qui en devient 60, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez vous ni moi, mais aujourd'hui, il y a une réalité économique de solvabilité des gens, C'est comment est-ce que je loge les gens? On n'a même pas parlé du logement d'urgence ou des hôtels meublés ou de toute cette réponse sociale à l'entièreté de la population. Parce qu'on peut peut-être revoir ça que comme une réponse pour les CSP+, et tous ceux qui ont les moyens d'eux. Il ne faut pas oublier qu'il y a 70% de la population qui est éligible au logement social. Donc comment est-ce que j'apporte une réponse à cette population-là? Et comment est-ce que, mécaniquement, contraint dans des environnements de confort, mais de compacité, on leur amène un vrai service public de l'usage de l'espace public? Voilà le... Emmanuel, tu devais reprendre le grand parc. Alain, Si je Alain, c'est Christophe. Emmanuel. Attention, ça rigole pas. J'ai juste des petites remarques. D'abord, merci pour l'exposé qui était très, très instructif sur plein de choses. Deux petites remarques. Alors, c'est vrai que quand on fait un peu le tour du monde, ça a été dit un petit peu ici ou là, c'est que le phénomène urbain, ces 30 ou 40 ou même 50 dernières années, c'est aussi la montée des bidonvilles. C'est surtout là que c'est agrégé de la population au niveau mondial. Des villes comme Lagos, c'est 20 millions d'habitants, 18 millions dans un bidonville. Et la poussée démographique dans les villes, elle est aussi dans les bidonvilles. Elle est surtout dans les bidonvilles. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on voit qu'en 2050, il faudra 2 planètes et demie pour assurer nos besoins tels qu'ils sont à peu près aujourd'hui, il y a un message subliminal, en quelque sorte, qui consiste, comme on sait qu'il n'y aura pas 2 planètes et demie, tout le monde comprend qu'il y aura une planète pour 30% des gens. C'est ça que ça veut dire concrètement. Et le phénomène, là aussi, c'est la question qui est posée, c'est-à-dire que, au fond, est-ce qu'on n'est pas face à une contrainte démographique de ressources? Parce que là, il y a clairement un mur des ressources qui va faire un clash autour des inégalités. Et au fond, c'est quoi ce discours néo-malthusien? Ce qui a été dit, c'est qu'au fond, voilà, c'est-à-dire que la distinction, elle se fera surtout entre ceux qui pourront éventuellement sauvegarder une partie de leur mobilité, parce que ça, c'est pas gagné pour tout le monde, sauvegarder une partie de leur espace, de leur qualité de vie, et puis les autres qui sont uniquement dans la contrainte. Alors, on peut voir deux choses. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous parlez des bidonvilles. Tu parles des bidonvilles, pardon. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire des travaux, du travail avec le gouvernement colombien et le gouvernement mexicain, notamment à Medellín. Medellín, qui est une ville compliquée, Medellín, 2 millions et demi d'habitants, qui est dans une cuvette, et la ville historique de Medellín, avec un patrimoine remarquable, se situe au fond de cette cuvette, et tous les flancs de la colline, c'est du bidonville. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Eh bien, même réflexion. À un moment donné, la collectivité, la ville de Medellín a dit quoi? On est dans des populations fragiles, on est dans des territoires fragiles, avec de très fortes inégalités, puisque même il y a une stratification de quartiers dans ces villes, c'est-à-dire que vous habitez dans des quartiers en fonction de vos revenus. Imaginez le schéma. Vous avez les quartiers de 1 à 6. Quand vous êtes suffisamment riche et puissant, vous habitez dans le 6, et vous redescendez dans le 1, dans les bidonvilles. La ville, Medellín, a vu l'aberration de ce schéma, et il s'est dit, mais comment je résous aujourd'hui la problématique du vivre ensemble? Parce que la pression aujourd'hui des bidonvilles sur évidemment, les gens, c'est des gens comme vous et moi qui vont là où il fait bon vivre. Et donc, ils descendent dans la ville, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Une décision radicale, à la Haussmann. Ils ont dit, on va permettre l'interconnexion de tout ça. Et ils ont fait des saignées dans la colline, dans la ville. Alors, il y a ceux qui étaient dans la saignée qui ont un peu souffert, mais bon. Et ils ont créé des transports, ce qu'on appelle un métrocable. Ils ont fait un téléphérique, parce qu'on est sur des collines. Ils ont fait un téléphérique qui rediffuse de façon radiale vers la ville. Et ils ont amené du vivre ensemble. Ensuite, dans les bidonvilles, ils sont allés installer de façon volontaire des réponses publiques, bibliothèques, collèges, lycées. Ils ont amené du service, mais ils ont dit l'habitat, on ne va pas y arriver, c'est mort. Eh bien, on laisse ensuite
ce mimétisme ou cette génération spontanée se régulariser. Et donc, ils vont régulariser tout doucement la propriété, l'arrivée de l'assainissement, l'électricité. Mais ils ont travaillé d'abord quoi? La qualité de l'espace public. La qualité de l'espace public. Et le vivre ensemble se fait comme ça. Après, on habite tous, monsieur parlait des cages à lapins tout à l'heure, mais ils habitent dans des bidonvilles. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'ils vivent derrière, dehors, ensemble, dans un environnement, Medellín, apaisé, n'est-ce pas? Autant que faire se peut, puisqu'il y a un autre phénomène qui aussi percute beaucoup l'urbanisme de Medellín, c'est le narcotrafic, pour d'autres raisons. Mais voilà aujourd'hui un petit peu la réponse à ces inégalités potentielles. Mais aujourd'hui, la réflexion, elle est mondiale. Aujourd'hui, il n'y a pas des réflexions meilleures à droite ou à gauche. Aujourd'hui, on voit cette demande majeure du retour à la nature, à l'espace et à la qualité de l'espace public. Moi, non, je vais juste sur la réflexion, puisque vous êtes promoteur. Non, absolument, merci. Voilà. Je pense qu'on a, ça c'est pour Alexandra, un vrai problème de gouvernance. Parce que, en mon sens, j'aime bien les polytechniciens et la haute administration. Vous êtes promené à Euratlantique, c'est un non-sens. Alors, à mon avis, je vais citer un exemple, puisque c'est mon premier métier et mon historique. Il y a 2 siècles et demi, on n'était pas meilleurs, mais c'est pas ça le problème. Vous avez connu Bordeaux, où il y avait le château Trompette, le quartier, excusez-moi, Adam, le plus mal famé. L'État, alors l'État à l'époque, c'était le roi et sa gouvernance, il a dit pour donner une extension à moi, l'État, je vais construire un ouvrage. Ça s'appelle le Grand Théâtre de Victor Hugo. Et je vais dire à mes architectes de dessiner et d'obliger aux promoteurs de respecter le plan. Et après, c'est la loi du marché. Alors qu'on appelle ça l'Euratlantique, ou l'horreur qu'on a fait là, face au palais de la Bourse, sur la rive droite, si on avait une gouvernance assez mature, alors non pas Dieu le Père, mais une gouvernance à la 21e siècle, si on pouvait dire à la haute administration, à nos polytechniciens, à nos architectes, moins puissance publique, on pourrait être une gouvernance. Je veux ça, et c'est pas une qualité de vie, monsieur, c'est là qu'on se trompe. Non, c'est une qualité de vie, c'est vital. C'est votre dernière diapo. Le fer, le cuivre, l'or, l'argent. Je pense qu'on aurait tout intérêt, la puissance publique, de dire, les gars, on parle plus de qualité, de savoir si on va vivre en co, machin, Covid, ça va se faire tout seul, ça c'est la loi du marché. Je vous dis, moi, puissance publique, que demain, si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. Que vous soyez en bidonville ou aux Champs-Élysées. Alors, quand la gouvernance du XXIe siècle, dire à tel endroit, puisqu'on s'est encore trompé à l'Atlantique, parce que je vous dis, on s'est trompé, vous allez voir l'Atlantique dans 30 ans. Ça sera une mer avec glisse, ça va être l'enfer. Quand est-ce qu'on va réfléchir, c'est une autre chose. Quand est-ce qu'on va réfléchir ensemble et de dire, avec les moyens techniques, ça n'a jamais été aussi bien que maintenant. On pourrait réfléchir à ce qu'on veut, ensemble, à un endroit. C'est pas d'utopie. Si on ne fait pas ça, on en crèvera. Et je pense que tous les discours qu'on tient les uns les autres sont parcellaires, parce qu'on donne des petites choses, etc. Alors que la puissance publique, nous, on devrait donner une vision qui, de toute manière, elle est écrite. La planète est en train de crever. Avec ce postulat, avec ce postulat-là, je pense qu'on pourrait réfléchir de façon raisonnée et faire de l'urbanisme. Si on n'a pas cette réponse-là, le reste, c'est de l'ordre de la bricole. Mais je vais laisser peut-être Alexandra, oui, je vais peut-être laisser courageusement Alexandra répondre. Elle est inscrite, c'est bon? Non mais vous avez raison. Non mais vous avez raison. Mais est-ce qu'on est capable à un moment donné de bien vouloir se mettre autour de la table? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et aujourd'hui, Bordeaux a conçu. Pas qualitatif, de vital. D'accord. On devrait faire 3-4 interventions. Allez-y. Et c'est pas faire peur, ça veut dire aux gens, c'est vital. La preuve, ma petite photo avec mes barres de fer.
Mais justement, en fait, ma question se rapproche, enfin, va à peu près dans le sens de votre réaction, parce que vous avez parlé de génération mobile d'un côté, et vous avez parlé aussi d'un autre côté de gouvernance. Mais en fait, du coup, de mon point de vue de génération mobile et de millennials, on a aussi une expérience démocratique qui est vachement plus intense en fait. Hein. C'est-à-dire que moi, je prends EasyJet demain, je suis en Grèce et il y a des migrants à côté de moi, quoi, en fait. Et du coup, comment on fait pour dessiner, on va dire, un équilibre entre une gouvernance publique forte et aussi une génération comme nous, où on a envie d'être là, quoi, en fait, hein, au-delà de coworker, quoi. Il y a peut-être un effet de génération aussi dans nos décideurs. On voit que ça change aussi. On voit que ça change aussi. Mais il y a un effet de génération mécanique. On est d'accord. On est d'accord. Et je reviens à cette percussion de toute façon qui nous fait qu'aujourd'hui on est tous connectés et on voit tous instantanément ce qui se fait en Grèce, ce qui se fait en Espagne, ce qui se fait à New York, ce qui se fait à Dubaï. Et donc aujourd'hui, l'intelligence, elle est complètement partagée. Complètement partagée. Le vrai enjeu, c'est en effet, on ne peut pas obliger les gens à vivre ensemble. Ça, c'est l'utopie. La mixité forcée, ça n'existe pas. C'est comment la puissance publique a un courage d'une vision. Elle est partagée ou elle ne l'est pas. C'est très difficile. Mais au moins, on peut dire que sur Bordeaux, il y a un pilotage public avec ses outils plus ou moins bons, plus ou moins forts, mais qui sont des outils humains. Ils sont faits avec des hommes et des femmes qui sont faillibles. Mais après, c'est à nous, tous citoyens, que d'être en capacité de renvoyer nos exigences. D'expliquer à nos élus qu'à un moment donné, voilà nos attentes, voilà comment on veut vivre demain dans Bordeaux, voilà comment on veut vivre demain dans la métropole, millionnaire ou pas, voilà comment on veut se développer. Parce que, là encore une fois, à un moment donné, la sanction, vous l'avez dit vous-même, c'est l'offre et la demande. Et les villes sont dans ces symptômes d'offre et de demande. Aujourd'hui, regardez comment les villes comme Agen, les villes comme Angoulême se battent comme des beaux diables pour aujourd'hui reconquérir leur territoire et être dans ce qu'on appelle de l'attractivité territoriale. On est dans du marketing territorial. Le marketing territorial, c'est ni plus ni moins que quoi? Que ma fameuse économie expérientielle. Pourquoi demain j'irai vivre à Angoulême? C'est la seule question qu'on doit se poser. Pourquoi demain j'irai vivre à Bergerac plutôt qu'à Bordeaux, plutôt qu'ailleurs? Donc la réflexion aujourd'hui, elle est posée simplement de façon un peu provocante à nos politiques. Quand vous concevez aujourd'hui un territoire, la seule question que vous avez à vous poser, c'est pourquoi j'irai vivre demain à La Réole, voilà, etc. Et chaque territoire a sa réponse, mais évidemment qu'au travers de cela, il y a l'enjeu de la mobilité, il y a l'enjeu de l'emploi, et il y a l'enjeu du logement. Donc comment est-ce qu'on réussit à attraper cette quadrature du cercle? Alain, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a un exemple récent où on a su concilier la compacité de l'espace public, qui est le Grand Parc. Aujourd'hui, tu referais la même chose? Oui, je referais la même chose. Alors, le Grand Parc, oui, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas le Grand Parc, c'est un quartier aujourd'hui, il y a à peu près c'est un grand parc. C'est un grand parc où on a les quelques plus hautes tours de Bordeaux, puisqu'il y a même ce qu'on appelle un IGH, un immeuble grande hauteur. C'est un quartier pratiquement 98% de logements sociaux. Quand je dis que je referais la même chose, c'est au-delà de cette boutade, mais je parlais d'urbanisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la chance qu'on a dans ce quartier, c'est qu'il y a à peu près 4000 logements. Il y a 4000 logements. Ce qui manque un petit peu dans ce quartier, alors la chance de ce quartier, c'est qu'il est malgré tout sous gouvernance publique. C'est-à-dire qu'il y a 2 bailleurs sociaux pratiquement qui sont en pilotage de ce quartier, ce qui amène derrière une grande chance sur la qualité, l'entretien de l'ensemble de cet environnement. Aujourd'hui, on a quelques territoires qui vont être grandement fragilisés par ce qu'on appelle les copropriétés dégradées. C'est-à-dire qu'il y a des anciennes résidences des années 60, 70 qui aujourd'hui rentrent en concurrence frontale avec tous les nouveaux logements qui se livrent sur la métropole. Pourquoi? Parce que ces immeubles des années 60-70, très énergivores, où il va falloir commencer à refaire les façades, commencer à refaire les étanchéités, versus des logements qui se livrent aujourd'hui de façon assez forte, avec beaucoup d'ambition
notamment en termes d'énergie et de réduction de charges, puisque là aussi c'est un vrai enjeu dans la solvabilité du logement, c'est le niveau de ses charges, hein, même si on nous promet tous les promoteurs, que vous allez vous chauffer avec une bougie dans votre logement, bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on a des territoires qui vont devenir très fragiles sur la métropole de Bordeaux, parce qu'il y a une mobilité, il y a une consommation de logements par ces copropriétés des gens qui vont dans le neuf et qui aujourd'hui vont déprécier ces résidences des années 70 qui n'ont pas été rénovées, qui n'ont pas été réhabilitées, qui n'ont pas été mis au goût du jour et qui se retrouvent un peu déclassées. Le Grand Parc, c'est pas ça, parce que les bailleurs sociaux, là encore je le redis, sont à la pointe de ces schémas, sont à la pointe de l'entretien, sont à la pointe de la réduction des charges, parce qu'ils logent un public pas que en difficulté, mais avec beaucoup d'exigences de moyens. Et donc, ce quartier vit aujourd'hui plutôt bien du point de vue urbain. Ce qui manque un petit peu dans ce quartier, c'est évidemment le retour, mais c'est fait, et c'est en train d'être travaillé, c'est le retour fort aujourd'hui d'une mixité fonctionnelle. Ce n'est qu'un quartier de logement, ce n'est plus le modèle de demain, ça ne doit plus être le modèle de demain. Il y a un centre commercial au Grand Parc, pour ceux qui le connaissent, qui est difficile. J'en parle d'autant mieux que j'en ai été le gestionnaire pendant de nombreuses années en tant qu'INCITE. C'était un combat de tous les jours. Je me souviens de réunions de quartier le soir tard où toute l'assemblée, comme un seul homme, on veut un boucher, on veut un boucher, on veut un boucher. Il n'y a pas de problème, y a-t-il un boucher dans la salle? Non, voilà. Donc, on est dans cet enjeu d'attractivité du territoire. Et donc là, le vrai point de départ, c'est comment la puissance publique prend la main sur ces territoires et comment elle redonne confiance, puisque c'est le point de départ, elle redonne confiance au territoire, elle amorce une pompe vertueuse en termes d'économie, et hop, elle peut passer à autre chose. C'est ce qui s'est passé sur le centre historique. C'est comment on est parti d'une dépréciation du quartier du centre historique parce que le territoire, logement vacant, marchand de sommeil, insalubrité, etc., avec un gros travail de la puissance publique qui s'est installé sur ce territoire pour requalifier, remettre de la mixité d'habitat et d'habitants, à arriver aujourd'hui à avoir gagné ce pari, à basculer maintenant plutôt dans le rôle inverse, de limiter la pression et l'attractivité et de faire plus l'amortisseur social sur ce quartier pour éviter, on va dire, la gentrification, la boboisation et tout ce qu'on voudra sur ces territoires. Donc on est vraiment sur un pilotage fort. Et donc le Grand Parc, pour moi, est un assez bon exemple, puisqu'il est quand même dans le centre de la ville. Il est aujourd'hui à 8 minutes en tramway des Quinconces. 8 minutes en tramway des Quinconces, dans un environnement paysager et naturel remarquable. Et un des diagnostics très simples aujourd'hui qu'on peut pointer, puisque la mesure la meilleure, c'est l'offre et la demande. Hein. C'est l'offre et la demande. Hein. Aujourd'hui, tout ce qui est vendable autour du Grand Parc, parce que le Grand Parc lui-même ne l'est pas, puisque c'est des bailleurs sociaux qui en sont propriétaires, mais tous les immeubles qui sont autour sont en train de flamber. C'est tout. C'est QFD. Non, vous devez. Ah non, mais là, c'est très autoritaire de toute façon. C'est police de la parole. Il a raison. N'ayez pas peur. En fait, on a beaucoup parlé de densité, parce que quand on imagine la ville, la métropole du futur, on imagine tout de suite des grands immeubles comme le Dubaï, c'est vrai, ça vient tout de suite. Et je me demandais, mais est-ce que cette densité, elle est forcément inévitable? Parce que faut aussi voir, par exemple, tous les changements sociétaux qui sont en train de se faire, par exemple avec des nouvelles formes de travail, le télétravail, aussi le fait qu'on ait pas mal de reconversions dans des métiers peut-être plus manuels, dans l'artisanat, dans l'agriculture, que les gens ont vraiment besoin d'espace, et c'est aussi pour ça que les Parisiens viennent à Bordeaux. Et du coup, qu'il y a aussi des espaces périurbains, ruraux, des villes moyennes qui sont un peu disons à réinventer. Et est-ce que finalement, il n'y a pas aussi une solution qui serait pas vers la densité, mais vers la réappropriation de lieux comme le périurbain, les villes moyennes? Et finalement, voilà, ça pose aussi des questions de formes d'habiter. Non, mais bien sûr. Mais c'est complémentaire.
La différence qu'on a, enfin, la France, pardon, a une chance incroyable, insolente, c'est qu'on a un réseau d'infrastructures magique, de routes, de voiries, aujourd'hui de dessertes et d'irrigation du territoire. À la différence, par exemple, de l'Allemagne, qui se concentre aujourd'hui sur des Länder et des polarités de métropole très fortes. Aujourd'hui, la France doit, moi je le pense, préserver ce maillage territorial parce que c'est une richesse patrimoniale. On est aussi une ville de tourisme et c'est aussi pour ça que des villes moyennes, on va parler de Saint-Émilion par exemple, sont des points d'attraction majeurs. Mais en effet, on doit se poser qu'une seule question. C'est pourquoi j'irai habiter à Saint-Émilion, pourquoi j'irai habiter à Bergerac, pourquoi j'irai habiter à Bordeaux. Chacun a son appréciation différente. Il ne faut pas opposer les modèles. Il faut simplement... C'est juste qu'aussi, souvent les modèles auxquels on pense, c'est des modèles quand même très high-tech, assez coûteux, assez énergivores, et aussi c'est souvent des grosses pièces urbaines qui sont un peu difficiles à renouveler si jamais les modes de vie changent dans 50 ans. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait juste, parce qu'aujourd'hui, en effet, on est dans cette révolution de la construction. Aujourd'hui, sur Euratlantique, par exemple, un sujet, la voiture, le stationnement, un joli sujet, à la mode. Aujourd'hui, on construit des parkings silos. Parking silo pour garer nos belles voitures. Bon, eh bien, rendez-vous, ce parking, on le construit pour 30, 40, 50 ans. Comment est-ce que je recycle un parking silo? Eh bien, aujourd'hui, le travail du politique, des ingénieurs, des architectes, des promoteurs, c'est la mutabilité, la réversibilité de ces outils. Et aujourd'hui, par exemple, on est en train de travailler à comment est-ce qu'un parking silo après-demain peut se transformer dans le respect de « j'ai plus de fer, j'ai plus de cuivre, j'ai plus, etc. etc., etc. » Comment est-ce que je peux le retransformer à moindre coût en un immeuble de bureau, en un immeuble de logement, etc. etc. On est déjà dans ces réponses-là, de mutation, d'adaptabilité, parce que conscient qu'on n'a plus le droit de gâcher aussi ce que l'on fabrique. On ne va pas être dans du jetable, on doit être dans de l'adaptable, dans du recyclable et dans du mutable. C'était plus au niveau du low-tech vs high-tech. C'est vrai que dans un monde où on sait que les ressources vont manquer de plus en plus, c'est vrai que penser à construire des tours extrêmement coûteuses, ça pose la question de l'entretien. On va être aussi dans une révolution. On est aussi dans une révolution de ce point de vue-là. La technologie va rabaisser les coûts, va faire en sorte. Aujourd'hui, il y a une start-up. Il y a une start-up qui s'appelle, je crois qu'elle s'appelle Ketara, qui est une start-up aux États-Unis, qui projette de construire en 30 jours aujourd'hui nos logements à moindre coût. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on veut réduire le coût d'un logement, il faut savoir que dans la formation du prix d'un logement, la moitié du prix, c'est le coût de construction. Le reste, c'est la marge des promoteurs, comme ça c'est fait, le coût de l'ingénierie, le coût de l'intelligence, le coût des assurances, le coût des contrôleurs. En fait, il y a 15 personnes qui réfléchissent et il y a un maçon qui monte le mur, mais il faut payer tout ce monde. Un maçon détaché, parce que lui, on a trouvé la solution. C'est vrai, c'est vrai. Alors, pas forcément chez Vinci, voilà. Et on se bat contre ça parce que le combat de demain, ça va être aussi justement la formation de nos jeunes dans ces métiers difficiles. Bref, mais c'est un autre... Les détachés, vous savez où ils sont? J'habite ce nom, je fais la résistance. Ils sont là, ils travaillent où les places Birakeim, c'est pareil. Mais, pardon, on diverge. On revient, on fera un autre atelier, Alexandra. Juste, donc cet enjeu de coût. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on n'a pas réinventé le mode constructif coûteux des années 80, etc., on est toujours à monter des parpaings, même si les parpaings sont maintenant RT 2050, etc., etc. Je provoque un petit peu. Mais aujourd'hui, voilà, la technologie va être au service de la diminution de ces coûts, de l'automatisation. Ils ont inventé des imprimantes. On est en train d'inventer, chez Vinci en l'occurrence, des imprimantes 3D qui vont être capables de couler du béton, avec cette contrainte, c'est qu'il faut qu'il coule le béton, mais qu'en même temps que vous le coulez, il faut qu'il durcisse instantanément derrière pour pouvoir continuer à mettre des couches par-dessus.
Donc voilà, on est déjà lancé là-dessus, on est déjà lancé là-dessus avec des choses assez incroyables. Avec des choses assez incroyables. Tu parles d'une expérience. C'est juste pour rebondir sur ce qu'il disait. Non, c'est pas grave, ça rebondit en fait. Justice de la parole. Alex, je le mets. Oui, parce que moi je suis cette position. Non, non, après. C'est après, d'accord. Ouais. Ça moi, je voulais dire que je trouve, si tu veux, que dans ton exposé, j'ai l'impression qu'il y a tout, mais dans le désordre. Mais c'est l'impression que ça me fait. Non, mais attends, c'est pas un jugement sur ton expression, vraiment pas. C'est l'impression que j'ai en général dans les débats autour de l'habitat. Parce que pour moi, en préambule, le petit schéma que tu as mis, la petite diapo en 6e ou 7e sur la disparition des ressources, tu n'as pas rajouté la petite diapo disparition de la ressource énergie fossile, tu n'as pas rajouté la petite diapo disparition de l'eau. Et de la biodiversité. Et de l'eau. Voilà, donc ça, normalement, c'est en préambule de tout. Bien sûr. Donc, le fait de... Et moi, aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûre que les villes et tous ceux qui concourent aux constructions des villes aient mis ça comme un préambule. Même si tu as de la performance technologique, même si on sait mieux faire plus vite avec d'autres matériaux, il n'empêche que tu as quand même ça, quoi, qui est que tu as une disparition des ressources. Et même si tu recycles, tu sais que par exemple pour les métaux, tu feras du recyclage, mais tu ne retrouveras pas la pureté des métaux originels. Et dans tout ce qu'on évoque comme nouvelle technologie, on sait aussi que ça fait appel à des matériaux rares qui disparaissent de plus en plus. Donc le modèle de pouvoir faire confiance totalement à l'hypertechnologie pour arriver à transcender la raréfaction des ressources de base est quand même un modèle que je trouve assez utopique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tout à l'heure, tu l'as dit, il y a quand même deux modèles. On voit bien qu'il y a deux modèles. Tu as un premier modèle qui est comment est-ce qu'on peut continuer malgré tout à vivre ensemble, à consommer la ville, à avoir nos espaces, à peut-être continuer à avoir ce modèle de propriété avec nos espaces verts, et quand même toujours vers une centralité avec des grandes métropoles, accélérées ou pas accélérées. Et puis tu en as d'autres, une autre partie de la population qui aspire à un autre mode de vie, très résilient, beaucoup plus calme, à une vitesse beaucoup plus lente, avec une autre version de l'aménagement du territoire, qui ne soit pas spécialement dans les mégalopoles. Et ce débat, cette confrontation de vision de société, aujourd'hui, il n'est pas net. Il ne faut pas l'opposer. Non mais, il n'est pas net. C'est-à-dire que il n'y a pas de débat grand public encore là-dessus. C'est encore extrêmement discret. On dirait que le modèle unique reste quand même le modèle de la propriété en centre-ville avec un certain nombre de mètres carrés. Et dernière chose que je veux dire, c'est que tu as beaucoup dit que donc il fallait qu'on travaille vers les logements compacts et que le plus important c'est la qualité des espaces publics, mais extérieurs. Tu n'as pas beaucoup parlé, alors tu as parlé de co-machin, mais aujourd'hui quand même à Bordeaux, dans les immeubles tels qu'ils sont conçus sur l'Olienne, au bassin à flot ou à Ginko, les promoteurs et les bailleurs ne rendent pas systématique l'existence d'espaces partagés dans leurs immeubles. Tu as beaucoup d'immeubles qui sont livrés avec aucun espace partagé. Ça, c'est quand même une réalité. Et ça, c'est à l'immeuble. Donc, on est d'accord ou pas? Donc, ça veut dire que tout le monde n'est pas en ligne. Il y a une conscience de plein de choses, mais ce que tu dis n'est pas encore aujourd'hui une nécessité dans la fabrication de la ville. Mais c'est cette vision 2050 qui doit nous Pas interpeller. Non, mais maintenant. doit nous interpeller. C'est là où on va aller avec ce que tu dis là. En effet, il ne faut pas opposer les territoires, absolument. Aujourd'hui, quand on interroge les gens, 70% de la population espère à réduire son rythme, à réduire le rythme de vie dans lequel on s'installe, dans lequel on est engagé. 78% veut travailler moins. Une fois qu'on a dit ça,
une fois qu'on a dit ça, on est confronté à des territoires très différents. En effet, les territoires périphériques qui vont avoir une qualité de vie différente, le télétravail aujourd'hui qui s'ouvre de plus en plus, les grands groupes aujourd'hui l'ont parfaitement compris. Aujourd'hui, on va révolutionner le monde du travail, on va passer d'un schéma du contrôle à un schéma de la confiance. Mais c'est des révolutions psychologiques assez incroyables. Les DRH s'en arrachent les cheveux. C'est comment on va passer maintenant dans ce rythme, dans ce raisonnement de la confiance. Sur la... C'est parce qu'il y a le numérique entre les deux. Hein. Mais bien sûr, et puis aujourd'hui avec non, mais le numérique, c'est ça. C'est que d'un facteur de... La confiance, n'allons pas jusque-là. Mais non, mais d'un facteur de reconnaissance sociale, le téléphone, les entreprises l'ont transformé en élément de travail constant. Pierre. Non, c'est Florent. Ah oui, Moi, c'est pas moi qui ai la liste. C'est toi. C'est pas c'était Pierre. C'est Pierre. Ouais, c'est Pierre. Je voudrais revenir sur une chose qui est fondamentale, je trouve, hein, c'est l'attractivité. Par exemple, je ne suis pas un ex-parisien, je suis venu ici il y a 20 ans, pour des raisons précises. Ville à taille humaine, qualité de vie, j'habite à Gradignan, on se connaît bien, une ville par ailleurs morte, où il ne se passe rien, parce qu'il y a 70% qui tient aussi à l'état de choses, bon, je vais rester là. Voilà. Et quand je discute avec beaucoup de jeunes toute l'année que je rencontre, qui viennent souvent faire leurs études, hein, je fais des sondages, on a 70% à peu près par promotion qui ne sont pas de Bordeaux et qui repartiront. Donc il y a un phénomène de migration. Et cette attractivité, aujourd'hui, il y a des gens qui continuent de venir à Bordeaux, mais aussi des gens qui en partent. Et on ne parle pas des gens qui partent. Et ce serait bien de savoir, et pour avoir fait une petite étude autour de moi, pourquoi ils repartent. Pour des raisons économiques, pour des raisons professionnelles, pour des raisons de qualité de vie, et pour des raisons aussi conjugales, parce que des fois les couples explosent. Et Bordeaux, c'est très bien vendu sur le plan marketing. Mais est-ce que la ville a aujourd'hui encore la capacité déjà d'accueillir les gens qui sont là, et en plus, à l'horizon du million prévu. Hein. Donc, et dernière chose, je reviens sur ce que vous disiez par rapport au périurbain. Le périurbain, aujourd'hui, représente combien 80% de la population de la métropole. Et Bordeaux ne peut pas se vend comme une métropole, et la ville en elle-même ne peut pas s'extraire de cette notion de métropole. Et tout le monde ne peut pas habiter au centre-ville. La spéculation immobilière, etc., ça c'est une chose. Et en périurbain, comment on pourrait justement, c'est juste une question, augmenter la qualité de vie, faire en sorte que les gens puissent aller tranquillement à Bordeaux, qui est le centre d'attraction principal de la métropole, et créer les conditions. Je prends juste un exemple, après j'arrête, je laisse Florence parler. À Gradignan, il n'y a pas le tramway. C'est signé, d'accord. Il paraît que dans 2-3 ans, il sera là. Alors moi, je trouve ça révoltant, parce que quand je prends ma voiture, on en revient à l'histoire des transports qu'on a évoqué ici un samedi, je suis obligé d'aller au parc relais de Talence, donc c'est 10 minutes, un quart d'heure par jour. Je suis fan du tramway. Hein. Et là, par exemple, si je veux partir en train ailleurs que Bordeaux, je ne peux pas garer ma voiture au parc relais, sinon c'est 10 € par nuit. Ça, il y a plein de petites mesures comme ça qui permettraient, en dehors du fait de faire venir le tramway à Gradignan, ce qui est prévu, d'améliorer justement cette circulation. C'est tout. Attends, je veux répondre à ce que tu as dit. Juste, ça, Jean-Noël, je ne sais pas si je le sais, il y a 26 000 personnes qui partent ou qui arrivent tous les 6 ans à Bordeaux. D'accord. Ouais. Voilà, et Bordeaux n'est pas différente de d'autres grandes villes. Donc en fait, il y a quand même en permanence des gens qui arrivent et qui partent. Je ne crois pas forcément plus maintenant qu'avant. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même arrêter le sketch des Parisiens. Parce qu'il y a des Parisiens qui arrivent, mais l'essentiel des gens qui arrivent, ce ne sont pas des Parisiens. Ce sont des gens fragiles du reste du département, puisque l'essentiel de ce que nous produisons, c'est quand même du logement social. Voilà, donc il y a quand même une petite... bien sûr qu'il y a des Parisiens, mais ce n'est pas le plus important. Et puis, la dernière chose que je voulais te dire, Jean-Noël, tu l'as dit, je ne trouve pas... Vas-y, pour que tu le redises, cette histoire de métropole millionnaire, il y a le fait de vouloir l'accélérer, mais il y a quand même... On est en route vers ça.
ça, moi j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais quand bien même nous ne le voudrions pas, il y a un phénomène naturel de migration des gens vers les grandes villes avec leurs fleuves. Donc, je veux dire, voilà, je voulais juste te dire ça parce que c'est trois choses qui sont... C'est comme ça, quoi. Voilà. Pardon. Florence. Plus littoralisation. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, en fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est une interrogation, donc c'est pas forcément une question pour quiconque, c'est juste une interrogation par rapport à tous les critères déjà qui ont été énoncés, que ce soit la qualité de vie, la mobilité, les aspects économiques, les aspects sociaux, etc. C'est comment concevoir la ville de demain et donc peut-être le côté la construction des logements et autres, sachant que, à mon avis, on n'a pas vraiment intérêt à étaler la ville, parce que sinon on va avoir un problème là purement environnemental, c'est que plus on entamera les terres qui sont encore aujourd'hui soit cultivables, soit vraiment naturelles, et non pas, pour moi les espaces verts c'est pas la nature, hein. C'est du vert, mais c'est pas la nature. La nature, elle respecte la biodiversité, elle respecte, voilà, donc il y en a presque plus, effectivement, de vrai, il y en a presque plus déjà, mais c'est là où l'homme n'intervient pas trop, on va dire, dessus. Donc où il y a un écosystème qui a le temps de se mettre en place dedans. Mais si on les entame trop, effectivement, on n'a plus de terre, donc c'est bien de faire des immeubles avec des balcons ou des tas de trucs de la verdure, mais ils poussent dans quoi les arbres là-dedans? Parce qu'à un moment donné, la terre, il faut bien aller la chercher quelque part, quoi. Et la terre, on en a besoin aussi pour qu'on mange tous, quoi. Donc à un moment donné, au-delà de ça, c'est comment concevoir la ville aussi, peut-être autrement qu'en grignotant ce qui nous reste d'espace libre, en fait, enfin de terre nourricière. Un choix, c'est soit vertical, soit horizontal, il y aura un choix. Oui, il y aura des choix de ce type, et comment les concevoir pour que ça respecte tous les autres critères qu'on a pu énoncer. Et je ne pense pas qu'il y ait de réponse pour ça. Moi, je voudrais échanger au sujet du côté financier, etc. La première chose, c'était, on a beaucoup parlé donc dans Bordeaux du pouvoir d'achat, et notamment des logements sociaux et des personnes au pouvoir d'achat, mais qu'en est-il des classes moyennes? Parce que je pense que c'est quand même cela qui est... Comment trouver une politique pour les aider à pouvoir aussi rester le plus près possible, parce que c'est aussi des gens qui travaillent sur Bordeaux. Je suis crémonaise d'origine et je connais la route en tant que lycéenne, et puis je connaissais beaucoup de gens qui passaient 1 heure et demie de trajet pour arriver à Bordeaux, parce qu'en plus il y a des histoires d'horaires, etc. Donc ça c'était ma première question. Et la deuxième, je voulais revenir, Alexandra l'a un peu évoqué, quand on évoque ces beaux bâtiments, un peu comme le Dragonfly, quel coût des matériaux et de construction, et quand est-ce qu'on va pouvoir accéder dans des villes qui ont peut-être moins de moyens à ce genre de bâtiments, et aussi au niveau des particuliers, je me dis que, même quand on fait construire une maison, c'est quand même encore moins cher de construire par écolo, entre guillemets. Et comment est-ce qu'on peut, quels sont les moyens pour pouvoir faire bouger les choses de ce côté-là? Alexandra, on a un peu parlé tout à l'heure sur est-ce qu'on a pris le focus de tout ce qu'on a présenté sans prendre en compte la raréfaction des ressources? Alors, il y a deux choses. On est un pays latin et c'est vrai qu'on fait peu de choses si on ne nous oblige pas. Donc c'est vrai que malheureusement, la réglementation, les normes ont quand même grandement modifié l'acte de construire, la façon de construire, et en particulier sur la préservation des ressources en matière d'énergie, etc. Aujourd'hui, nos bâtiments sont bien moins énergivores que ce qu'ils pouvaient être. Mais on va s'installer dans un paradoxe, c'est que peut-être que demain, d'ailleurs, on parlait d'énergie, mais peut-être que demain, l'énergie ne coûtera rien. Parce qu'on aura tellement évolué aujourd'hui en matière de stockage d'énergie, de photovoltaïque, etc.
Pas tant que ça, parce qu'on revient maintenant assez rapidement au chauffage électrique, qui, il y a un temps, quand on avait des grilles peints au mur, ça coûtait une fortune, mais aujourd'hui, on voit que tout doucement, on réussit à rééquilibrer les schémas, les réseaux de chaleur, bref. Ça veut dire que la prise de conscience dans la construction aujourd'hui du développement durable, elle est une réalité, mais elle est une réalité aussi parce que on va tout doucement, c'est comme les voitures électriques, plus il y en aura, plus il y en aura. C'est-à-dire que quand vous voulez construire aujourd'hui avec de la laine de chanvre, avec de la laine de mouton, avec de la paille, etc., le marché n'est pas encore suffisamment déployé pour que les prix baissent, tout simplement. C'est l'offre et la demande. Mais voilà, aujourd'hui, la norme, la réglementation y oblige, va créer des marchés complémentaires et va nous amener aujourd'hui à inéluctablement se diriger vers ces schémas-là. La réflexion des autres matériaux va faire en sorte qu'on n'aura pas le choix que d'inventer autre chose. Mais on fonctionne que comme ça. Hein. On fonctionne souvent que quand on est dans le mur, mince, on s'est aperçu qu'on est dans le mur, il faut trouver des solutions alternatives. Après, pour revenir sur le prix du logement, on a 4 heures non, pardon. Le prix du logement. Aujourd'hui, 70% des, pour pas dire 80, des acheteurs de logements sur la métropole sont des investisseurs. Ce n'est pas des propriétaires occupants. Ce sont des investisseurs qui, néanmoins, c'est pas un gros mot, hein, c'est que néanmoins, ils permettent à d'autres de se loger. Ils investissent, ils achètent un logement. Mais on atteint aujourd'hui des sommets qui arrivent à la limite de l'exercice, parce que les investisseurs investissent s'ils y trouvent un intérêt, en particulier de rentabilité. Mais aujourd'hui, les prix de vente des logements se sont quand même largement décorrélés des prix des loyers. Et aujourd'hui, l'investisseur ne trouve plus son modèle économique entre un loyer qui n'a pas forcément non plus complètement flambé par rapport à la flambée des prix de vente. Donc c'est ce qui va aussi réguler le marché. C'est qu'à un moment donné, les investisseurs, donc les promoteurs, veulent continuer à vendre toujours plus cher, sauf qu'à un moment donné, ils ne vont plus trouver de marché parce que les habitants n'auront plus les moyens de se loger, de louer même les appartements. Donc la régulation du marché, elle va se faire aussi par cela, par une offre et une demande, et qu'aujourd'hui, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils puissent continuer à payer un loyer. Problème du foncier, à la base ? Problème du foncier, mais d'où l'importance à un moment donné, c'est la seule variable d'ajustement, le foncier. C'est la seule variable d'ajustement. Quand je vous disais dans le prix des travaux, on va commencer à faire des efforts, mais construire coûtera toujours la même chose à peu près. Les autres frais sont intrinsèques. Les marges des promoteurs vont toujours être les mêmes, pour une raison simple, c'est parce qu'elles sont opposées par les banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les promoteurs ne peuvent pas dégager d'argent si ils ne présentent pas à leur banquier un bilan qui leur sorte 7-8% de marge. Donc, c'est aussi ce phénomène-là qui fait que cette profession a ce socle sécurité de marge, mais qui est incompressible par la mécanique du financement, tout simplement. Et donc derrière, qu'est-ce qui reste comme variable ? Eh bien, c'est le prix du foncier. Et sur ce prix du foncier, on va aussi devoir s'interroger, la puissance publique en particulier, mais sur des nouvelles façons de réduire ce coût-là. Par exemple, de dire est-ce que le foncier peut être gratuit ? Ça veut dire quoi de dire que le foncier peut être gratuit ? Est-ce que ça veut dire on va vers ce qu'on appelle des occupations temporaires ? C'est-à-dire que la collectivité, qui peut-être est propriétaire de beaucoup de foncier sur la métropole, dans un souci d'équilibre des territoires, dit écoutez, je ne vends pas mon foncier, je le mets à disposition. Je le mets à disposition pendant 80 ans, 50 ans, 30 ans. Et dessus, je propose à un promoteur qui construise un projet. Et aujourd'hui, mécaniquement, vous faites fondre le prix de votre opération. Évidemment que le fait de mettre à disposition renvoie évidemment à des exigences derrière de prix de sortie, pour ne pas faire n'importe quoi, parce que l'effet d'aubaine, il faut qu'il reste chez le propriétaire ou le locataire. On se gargarise tous aujourd'hui de la fonte des prix, des taux d'intérêt. Mais à qui profite le crime ? C'est que les taux d'intérêt sont répercutés dans le prix du logement final. On ne va pas se raconter d'histoire. Donc ils profitent peu aux locataires, ils profitent aujourd'hui à l'élévation aussi du prix des logements. Pardon. Et il est 11h, il y a 4 interventions.
Oui. Le rebond, là, il a un peu baissé, mais je voudrais revenir sur le Grand Parc. Je crois qu'Alain a eu raison de parler du Grand Parc, parce que, bon, je sais pas, admettons, je cherche un logement social. Je trouve que le Grand Parc, ce que j'aime bien, c'est cet espace. Il y a des espaces verts, il y a des arbres, il y a de la place, il y a des écarts entre les bâtiments. Et donc, bon, là, dans la prospective, on parle de 2030, 2050, ce qu'on fait. Et c'est vrai que ça soit à Bastignel, Atlantique, les lots Armagnac, etc., honnêtement, ça donne pas envie d'y aller. Enfin, depuis le début, on parle d'espace, que les gens veulent de l'espace. Alors, question est simple, donc il y a la prospective, il y a ce qu'on peut faire. Vous avez travaillé dans un organisme public, mais aussi dans un organisme privé. Tout simplement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des endroits comme ça, des logements, où il y a de l'espace entre les logements? Parce que ce n'est pas le cas. Il faut le dire. Alors, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Mais non, mais attends, moi je vais répondre là. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Il faut quand même savoir. Non, mais. Il faut quand même savoir ce qu'on veut. Non, il faut quand même savoir ce qu'on veut, parce que depuis tout à l'heure, on est un peu dans c'était possible ou pas. Pas spécialement toi, mais on est dans un modèle et dans son inverse. On est de plus en plus nombreux. Non, mais je parle du désir des gens. Voilà, on vit de plus en plus en ville. A priori, quand même, la densité et la compacité, si on veut accueillir le plus de gens possible, il va falloir qu'on y aille vers ça. Mais quand même, l'essentiel des gens ne voudraient pas ça et voudraient toujours autant d'espace. C'est ça le problème. Autant d'espace privé et autant d'espace public. Techniquement, on peut le faire. Si on ne peut pas, bon, la solution. Et t'as un problème de nombre. C'est comme quand Florence dit, il nous faut des espaces de terre cultivables le plus possible. Bon, mais si tu veux ça et si tu ne veux plus construire à l'horizontale, ça veut donc dire qu'il va bien falloir que tu construises à la verticale, sauf à choisir autre chose qui est un aménagement de territoire qui fait qu'on n'est pas tous dans les métropoles. Remarquez qu'au Grand Parc, c'est assez. Mais non, mais c'est quand même, moi je pense que le débat sur la compacité, la densité, pour moi c'est le débat, parce qu'on ne pourra pas tout avoir. Non, mais on ne pourra pas continuer à avoir. Si les gens s'en vont, c'est pas uniquement parce que c'est cher. C'est parce que aussi, depuis les deux, on dit que les gens veulent de l'espace, de la convivialité, du sein. Oui, mais les gens ils veulent de l'espace, mais ils ne veulent pas non plus se retrouver à faire la queue, et la queue surtout sur la rocade. Est-ce que techniquement, est-ce que c'est possible ou non? Oui, aujourd'hui. Parce qu'en même temps, il y a des contraintes, et la contrainte du 20% de logement social. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est pas gênant. C'est ce que dit Alexandra. Le vrai sujet, c'est le point de départ, où est-ce qu'on veut habiter. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est un ressenti un petit peu qui tourne en ce moment chez les derniers anthropologues, les derniers sociologues, qui nous disent aujourd'hui, ce qu'on recherche tous, c'est un retour à la nature. C'est un retour à l'air pur, c'est un retour à la proximité, c'est un retour à ce qui est réel, voilà. Et donc aujourd'hui, y compris dans les métropoles. Donc aujourd'hui, le foncier est rare. Comment est-ce qu'on réussit par cette clé d'entrée à dire la première clé d'entrée, c'est comment je préserve de l'espace libre, public, privé, comme on voudra. Eh bien, la seule façon, tout en accueillant la population, c'est de monter. Aujourd'hui, les tours du Grand Parc, mais moi j'ai la chance de les avoir visités, de les avoir gérés pendant quelques années. Quand vous allez au sommet de ces tours, mais c'est à couper le souffle, c'est absolument fabuleux. On ne dit pas qu'il faut mettre ça partout, on ne dit surtout pas qu'il faut reconstruire la ville de Pierre, surtout pas. Vous savez que la ville de Pierre est aussi dense que le quartier du Grand Parc. La ville basse de Bordeaux qui est en R+1, R+2, voilà, la densité de la ville de Bordeaux est basse, mais elle ne génère pas d'espace public. Puisqu'on est dans les échoppes mitoyennes de Nansouty, chacun a son espace privé, etc., etc. D'où le gros travail qu'a fait Alain Juppé et son équipe sur la reconquête des autres espaces publics. Le tramway, les quais et toutes les placettes qu'elle a pu reconstruire, y compris dans le centre historique, où il y a eu un énorme travail, mais qu'on ne voit plus, mais de curtage. C'est-à-dire qu'on a recréé des placettes. Pour ceux qui connaissaient la place Fernand Lafargue, la rue Saint-James, c'est aujourd'hui, pour moi,
la meilleure des démonstrations, la meilleure des illustrations. C'était le quartier le plus délaissé, glauque, rue de la Rousselle derrière, personne n'y allait. Aujourd'hui, c'est the place to be, et on y a préservé une mixité de population. Les gens du quartier y sont restés, ceux qui ont voulu y arriver, y sont arrivés, et on a mis... Donc, on est sur ces nouveaux territoires... Pardon ? 1962, loi Malraux. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et à un moment donné, il faudra aussi s'interroger. Vous avez raison. Alors je le dis. Non mais c'est pas une place to be, mais ça peut le devenir. Non mais s'il y a ce moyen-là. Non mais non. Alors il y a deux choses différentes. C'est que c'est la fiscalité. Ouais. Il y a un enjeu aussi de travail sur la fiscalité, c'est sûr. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on continue à construire du logement neuf avec de la fiscalité qui crée aussi des ruptures par rapport aux autres anciens qui disposent aussi d'une fiscalité attractive, mais on génère de la concurrence fiscale entre les territoires. C'est toujours, là encore, la puissance publique doit aller là où c'est difficile, la fiscalité doit aller là où c'est difficile. Bref. Et donc, il faut monter pour préserver de l'espace. Mais monter, c'est pour ça que je vous ai montré ma photo avec la problématique des ombres portées, etc., mes gratte-ciel, comment est-ce qu'on préserve la lumière, la qualité de vie au pied de l'immeuble, etc. Voilà. Non, pas plus. Mais derrière la base sous-marine, qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait demain dans ce quartier, derrière la base sous-marine? Oui, je te remercie de m'accorder la deuxième fois la parole. Exceptionnel. Toi, tu as respecté la règle. Je voudrais simplement vous le dire une deuxième fois. Ce n'est pas des critiques, nous sommes là tous pour partager des idées et s'exprimer, mais on n'attaque personne. Ce n'est pas des attaques je voudrais simplement revenir sur plusieurs points, puisque j'ai pris des notes et je vais essayer de les suivre proprement. Tout à l'heure, elle a abordé le sujet que ces constructions elles sont très coûteuses. Vous avez dit non, ce n'est pas vrai. À ce moment-là, si ce n'est pas vrai ce genre de construction, pourquoi sur la place de notre métropole, les promoteurs n'ont pas choisi ce mode de construction? Je ne vous demande pas de répondre de suite. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas coûteux. Vous n'avez pas le droit. Non, mais attendez, c'est... 2050. On en parle à 2050. Mais c'est très bien de réfléchir pour nos enfants de demain. Mais aujourd'hui, on veut que les choses changent. On a devant nous encore 35 ans. 35 ans, un peu moins. Allez, 30 ans. 30 ans, c'est que veut dire qu'il faut que ça commence à changer de maintenant. Parce que le changement, c'est pas demain, c'est d'aujourd'hui. Si on veut que la future génération, puisse accepter ceci, il va falloir qu'on le prépare. Bueno. Next. Tout à l'heure, quelqu'un, je ne me rappelle pas, qui a dit qu'on n'a pas assez dans les résidences des espaces communs. Oui. Mais quand même, voilà, je te remercie. Quand même, quand on va voyager un petit peu, vous avez voyagé dans le monde, vous travaillez pour un promoteur qui a aussi travaillé pour le tiers-monde. Ouais. Moi d'avoir visité un pays, il est immense du tiers-monde qui est le Brésil, il n'y a pas une résidence construite et le rez-de-chaussée qui n'est pas commun. Personne ne reçoit chez lui. Ils ont besoin de faire une réception, ils prennent l'espace et louent en bas. Pourquoi ça n'a pas été fait à Bordeaux? Dans les deux endroits de Bordeaux. Aujourd'hui, on essaye de rénover. Très bien. Ce que vous avez présenté de ces jolis immeubles et tours, ça c'est le rêve. Pourquoi on ne l'a pas fait sur le bassin à flot? Pourquoi on ne l'a pas fait ailleurs? C'est des jolis de dire, mais pourquoi? Parce que derrière, il y a la gouvernance, que nous ne souhaitons pas ceci, il y a le réglementaire. C'est qu'aujourd'hui, le rêve... Et le rêve de tous nos administrés, c'est de réussir à faire ce que le peuple souhaite. Sauf que les énarques qui sont dans les bureaux, ceux qui ont été formés dans une certaine façon, ne laisse pas avancer les choses. Il faut le dire, la vérité. Entre ce qu'il veut le peuple et ce qu'il veut l'administration, c'est un grand fossé. Et dans ce fossé-là, il y a les administrés. Je repasse. Encore une question. Je n'ai pas fini. Je vais y aller.
Ce que vous avez tout à l'heure montré, vous avez dit, c'est vous parlez de Londres. Londres, je vais revenir sur le sujet que vous avez présenté, c'est très bien. Il ne faut pas mélanger entre ce qu'on veut demain et ce qu'on peut raménager aujourd'hui. Le projet de Londres, c'est ils ont fait quelque chose dans la ville, ils ont réutilisé le pont, de la même façon que notre ville et notre maire a déjà travaillé sur un sujet pour le pont Gustave Eiffel qu'on lui a coupé les bras de deux côtés pour que personne ne le passe dessus aujourd'hui. Absolument. Voilà, c'est autre chose. La construction de demain, rien n'empêcherait de dire, j'ai choisi à Langon ou Longuaran, je vais aller construire une nouvelle cité, des grandes constructions magnifiques, et de dire, je vais mettre là-bas une nouvelle ville. Et pourquoi ne pas le faire là-bas? Ça permet d'étaler. Je rencontre dans le monde entier. Ma dernière phrase, c'est que la réflexion, le monde entier, quand tu as une métropole, puisqu'on parle de métropole, les métropoles, je vous assure, elles s'étalent, elles s'agrandissent. Aujourd'hui, tout ce qu'on veut, on veut ramener tout ce qu'on veut. Pourquoi on parle de métropole si à ce moment-là, on veut tout faire à Bordeaux? Comment donner aux métropoles la possibilité de sentir des vraies métropoles si on veut tout faire à Bordeaux? Donnons la possibilité à ces villes aussi de s'agrandir, d'avoir des projets, des grands projets, des grands immeubles, des tours qui peuvent venir loger du monde chez eux. Voilà, ça veut dire métropole. Tout ramener à Bordeaux, on va étouffer un centre-ville historique. C'est pour amener du monde. Aujourd'hui, Bordeaux est asphyxié. Non, mais quand on parle de Bordeaux, c'est la métropole. Quand on parle, c'est les 28 bon, mais je ne vois pas des projets qui se développent dans la métropole. Aujourd'hui, je vois bassin à flot et la gare. C'est là où on fait la concentration de construction. Mais dans la métropole, il n'y a pas des constructions. Voilà, j'ai dit merci. Jean-Pierre, qui a été perçage. Non, attends, il faut quand même répondre. Mais non, un tout petit peu pour dire que ça construit partout. Dans toutes les villes de la métropole, ça construit. C'est de ce projet-là, et ce style de projet. Jean-Pierre. Non, mais c'est 2050. Ouais. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Juste, Jean-Noël, une chose, une remarque par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à je ne sais quelle start-up américaine là, qui construit en un mois. Il y a une société de logement social en France qui vient de construire du logement imprimé en 3D à Nantes. Et ils ont l'intention de modéliser ça et ça coûte moins cher, ça va très vite et on a quelque chose de très bonne qualité. Par ailleurs, il y avait une des questions qu'on avait envisagé de poser aujourd'hui en termes dans les ateliers, c'était effectivement quel logement avez-vous envie d'habiter demain? Dans tout ce que tu nous as présenté, il y a une chose à mon avis qu'on n'a pas évoquée, c'est que de 0 à 90, voire peut-être 100 ans, ce qui sera l'espérance de vie en 2050, les modes d'habiter, l'envie, ainsi de suite, elle n'est pas la même. Comment on mixe ça? Alors évidemment, on ne demande pas aux enfants comment ils ont envie d'habiter, parce que ils habitent avec leurs parents, et puis ils se débrouillent avec ça à l'endroit où ils vivent. Mais grosso modo, dès qu'on est en âge de réfléchir à ça, on a forcément l'ado qui est dans sa chambre, il a déjà envie d'habiter sa chambre d'une façon qui ne va pas forcément être celle que ses parents rêvent, surtout peut-être en termes de rangement, d'aménagement. Mais après, il y a tout un ensemble de choses. Comment ces visions-là dont tu nous parles, elles se combinent justement avec les envies d'habiter de chacun, en fonction des âges, au-delà effectivement de tout ce dont on a pu parler, des moyens. Je réponds ou pas? Oui, vas-y. C'est pour finir, il n'y avait plus que moi qui ai pris la parole et comme ça je conclue. Non, tu veux aussi? Oui. Moi je me posais juste une question hyper concrète. Alexandra, c'est quoi Bordeaux demain et c'est quoi là demain? Et en tant que pouvoir public, est-ce qu'on peut dire ok, il y a tout ça qui va être construit, constructible, tous ces espaces disponibles. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent imposer? Tu peux dire, là, ok, des immeubles avec des espaces collectifs, machin, qui peuvent monter. Est-ce que ça peut être imposé vraiment par les pouvoirs publics ou est-ce voilà. C'est ma question. Concrètement, si on a une vision d'avenir et que. Je veux dire pour ce qu'elle non, est-ce que c'est les promoteurs ou est-ce que c'est le pouvoir les espaces politiques, les espaces publics en bas? Non. Quelle est la place de la décision? La décision, est-ce que c'est le privé ou... Elle veut dire, moi mon projet c'est celui-là, ma vision c'est celle-là,
est-ce qu'on peut l'imposer? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut et- dire aux promoteurs, vous faites, dans mon cahier des charges, il y a ça. Tu peux et Alex, on fait une petite des prises de parole et comme ça vous pouvez conclure. Ah d'accord. Juste vite fait, pour moi la question c'est comment on veut habiter et puis où on peut habiter. On n'a pas parlé de qualité de construction. Avant on investissait, on avait des constructions qui duraient 40, 50, 60 ans. Maintenant les constructions d'aujourd'hui, quelle est leur durée de vie? On parle d'impression 3D, etc. Enfin, moi je suis une habitante des bassins flots, on a un grand espace collectif qui est inoccupé, à part sortir les chiens et avoir des crottes de chiens. Enfin, culturellement, on n'est pas habitué à se retrouver au centre d'une groupe. Donc en fait, on a des mètres carrés qui sont inoccupés et qui sont perdus. Ça fait quand même un peu réfléchir. Les qualités des constructions, ça impacte aussi sur, quand on dit oui, les matériaux, etc., l'eau par exemple. On a des matériaux, on a des tuyaux qui pètent tous les 4 matins. Les consommations, les mètres cubes d'eau qu'on consomme depuis 3 ans, enfin, moi ça me fait peur. Je me dis, on va manquer d'eau et on fait des constructions qui en consomment 10 fois plus. Donc ça c'est la vraie question sur les qualités de construction. Et même si on se cache derrière des chartes que tous les promoteurs signent, derrière il y a vraiment un vrai sujet parce qu'on veut construire très vite, mais on construit très mal et donc avec des durées de vie très courtes. L'autre point, c'est peut-être que l'habitat de demain, c'est son usage. Et c'est uniquement sur l'usage et l'offre de services que cet habitat va produire. Et ça renvoie sur la question du vieillissement. Vous parlez des grands parcs. Grands parcs, c'est du logement social et donc c'est des gens qui y restent toute leur vie. Et c'est des quartiers qui vieillissent. Comment demain, on va relever ce défi de l'offre de services? Parce que les personnes âgées, elles ne veulent pas rester être maintenues à domicile. Elles veulent sortir, elles veulent être sortie du confinement et avoir du lien social, c'est ça qui va permettre la longévité aussi de nos sociétés, le lien social. Voilà. Alors, moi je trouvais que dans la discussion ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien à travers le logement, c'est la question de gérer les paradoxes. On veut du logement, machin, mais on veut pas ci, on veut être ensemble, mais on veut être tout seul. Donc c'est d'où l'importance de la gestion publique. De la politique, de la vie de la cité. Parce qu'on ne fait que gérer des paradoxes. On veut être économe, mais pouvoir prendre l'avion et partir le week-end, machin. On veut sous-consommer, mais on veut donc on doit gérer des paradoxes. Et moi, il y en a 3 qui me paraissent, il y a 3 idées comme ça qui me paraissent importantes. J'arrive pas à résoudre ce truc. C'est que, moi, il y a un truc qui m'a choqué un petit peu dans ton intervention, c'est qu'il derrière, il y a des éléments de consommation, consommer le temps. Parce qu'à mon avis, le débat actuel, c'est comment on doit sous-consommer. Enfin, je le mets comme ça. Et comment on doit sous-consommer, parce que c'est quand même l'enjeu majeur. C'est sous-consommer du logement, sous-consommer du temps, les ressources. Voilà, la totalité. Et moi-même, je suis un méga consommateur. Donc, la question, je me la pose à moi. Mais non, c'est-à-dire, on me dit, c'est facile de dire ouais, machin, et après, quand tu dois passer à l'acte, c'est un petit peu dur. Après, le deuxième élément, moi, qui me paraît de plus en plus important, c'est qu'en fait, c'est la question de la communauté et des territoires. En fait, plus un territoire est attractif, que ça soit dans le fin fond du Médoc, le sud Gironde, une ville, plus il crée cette qualité de vie. Et ça, son attractivité, elle vient de cet esprit communautaire, de sa capacité à vivre ensemble. Je veux dire, le vivre ensemble, c'est pas le bon terme, mais comment il anime les liens sur son territoire, dans un quartier, qu'est-ce qui fait ça dans un immeuble, qu'est-ce qui fait cette capacité à créer des liens. Et ça, d'abord, ça se définit comme par des espaces, mais c'est aussi par des gens. C'est-à-dire quels sont les gens qui sont les animateurs de ces territoires. Donc des gens, ça peut être des bénévoles, ça peut être des acteurs sociaux, ça peut être aussi des acteurs publics. Mais qu'est-ce qui fait qu'on anime un espace? Et parce que des très beaux espaces super zen, mais sans animateur, sans animation, c'est rien du tout. Le pont là, s'il n'y a pas d'animateur, ça devient vite un gros bordel. La rue Saint-James, sans même la case qui anime quelque chose, ça devient vite un gros bordel. Et après, la troisième idée, moi, qui sort de ce débat, c'est une question, on va peut-être en parler au bout de la rue, c'est la question du droit à circuler dans tous ces espaces. Parce qu'en fait, on crée des espaces, et on n'a plus la possibilité de circuler. Mais alors, on pense aux migrants, mais je pense, tu le disais, les vieux,
comment ils font pour circuler dans ces espaces, parce qu'ils ne peuvent plus. Les handicapés, même s'ils ont revendiqué fortement, mais je veux dire, moi je fais des visites chez des gens qui ne sortent plus du tout de chez eux. Il n'y a aucune possibilité qu'ils sortent. Et je vous rappelle qu'on s'aperçoit dans les villes que les gens ne sortent pas quand il y a un petit coup de chaud et qu'ils meurent. Et que là, d'un seul coup, on se dit, tiens, ils étaient dans l'immeuble à côté, etc. Et il y a après, bien sûr, les gens qui sont les migrants qui circulent, je veux dire, tous les gens qui circulent. Et après, il y a un point important, c'est les anxieux. C'est-à-dire que nos villes créent l'anxiété. Et on voit les gens qui se replient dans ces espaces et qui sont ni des vieux, ni des handicapés, mais des méga anxieux parce qu'on a créé dans nos villes une augmentation d'angoisse qui est importante, qui fait que, par exemple, dans Bordeaux, il y a encore des gens qui pensent qu'on est dans une ville extrêmement violente, ce qui me paraît, moi, un paradoxe, c'est à mon avis l'une des villes les plus calmes au monde, mais il y a quand même plein d'anxieux à Bordeaux qui pensent qu'on est dans un truc, qu'on se fait agresser tous les 2 minutes, etc. Donc, ce qui est complètement fou, dans une ville où le niveau de qualité de vie est impressionnant. Donc voilà, moi c'était 3 paradoxes comme ça qui m'interpellaient, et avec le premier qui est quand même comment on va inventer la ville qui se consomme. Parce que à ce rythme-là, on va péter le rythme, hein, ça va être plus de fuite, de flotte, ça va être la catastrophe. Vous concluez? Parce que comme ça, on va à la plage après. On a combien de temps? Bon, déjà, il est 11h19. Déjà, on dit vraiment. On n'avait pas prévu le coup là, qu'on n'allait pas partir en arrière. C'était peut-être 2h30 le truc. Donc, merci. Merci à vous. Non, ensuite, je pense qu'on est vraiment dans l'exercice pour te répondre de Bordeaux demain. Puisqu'en fait, on voit, si on reprend ce qu'a dit Christophe, qu'on est plein de paradoxes parce qu'on veut une chose et son inverse. Et que quand on parle un peu et qu'on échange, on voit quand même qu'il faut accepter de rentrer un peu dans la complexité, malgré tout, pour tirer des fils et pour se poser la question de savoir comment on veut vivre ensemble. Et donc, il n'y a pas la question du logement, point barre, puis ensuite la question des seniors dans un autre samedi. Le but, justement, de Bordeaux demain, c'est d'essayer de partager une vision d'ensemble, de ne pas séparer les choses de manière cloisonnée et d'essayer de construire un projet qui prenne en considération la raréfaction des ressources, la nécessité quand même d'être dans une forme de résilience, hein, et d'accepter qu'à un moment, il va falloir qu'on ralentisse un peu et la consommation et le rythme, et de savoir comment est-ce qu'on fait ensemble pour bien vivre ensemble dans nos espaces publics ou dans nos espaces collectifs à l'intérieur de nos bâtiments. Donc ça veut quand même dire qu'il faut faire quelques choix un peu radicaux, parce que le choix de la compacité, c'est quand même un choix un peu radical. L'histoire de la ville verte, et je suis d'accord avec Florence, beaucoup plus que la ville verte paysagère, mais la ville aussi un peu nourricière au moins autour, tout ça, ce sont des choix radicaux à prendre, qui ne pourront se prendre qu'à partir du moment où il y aura une vraie gouvernance, qui implique donc que le citoyen ne veuille pas une chose et son inverse, mais prenne part à la décision publique en acceptant la complexité, parce que la politique, c'est quand même l'intérêt général, donc c'est une somme d'intérêts contradictoires. Et on voit bien que sur ce débat, comme sur quasiment tous, il y a un moment, il va falloir renoncer à certaines formes de confort, pour peut-être en retrouver d'autres, mais il faut aller dans le compromis et trouver la marge de progrès qui nous permet d'y aller. Pas en 2050, mais dès maintenant. Alors déjà, moi je pense que l'exposé de ce matin montre qu'on est quand même mature pour entendre des choses qu'on n'était pas capable d'entendre il y a 4-5 ans quand même. Parce que les raréfactions des ressources, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle. La nécessité d'espaces publics partagés, ça fait pas très longtemps. Par contre, c'est vrai que Christophe, ce qu'il a dit autour de la ville, d'anxiété, anxiogène, ça, c'est un phénomène qui arrive, mais qui n'est pas encore partagé par ceux qui construisent la ville. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, mais on voit bien aussi que s'il n'y a pas de plus en plus de citoyens qui dans les réunions publiques ou dans tous les espaces s'engagent pour dire mais parlons de tous ces enjeux-là, essayons de construire ensemble une vision, on aura un petit peu de mal à s'en sortir. Donc la question de la gouvernance est quand même fondamentale. Je pense que le débat qu'on a entamé avec Jean-Noël va se prolonger le samedi 26 mai, rue Thiac,
au centre Yamnée, merci Christophe. Donc avec Jean-Marc Hoffner sur justement l'interaction entre la ville-centre, les autres villes de la métropole et le reste du département. Et ensuite, nous aurons en juin la ville verte et nourricière, avec Ève Demange et avec Guillaume Popinot, qui eux ont travaillé justement aussi sur ces questions que Jean-Noël a soulevé à pas mal d'égards. Donc avec ce triptyque de temps de conférence, je pense qu'on aura quand même une vision qui nous permettra, à partir de septembre, de commencer peut-être à vous dévoiler un peu ce à quoi on commence à réfléchir globalement. Puisque là, vous savez qu'on se sert un peu de tous ces débats des samedis pour essayer de construire quelque chose et pour essayer de construire un projet d'ensemble. J'en profite pour vous dire que Pierre a pris la responsabilité de travailler sur la tribune, sur la rubrique haut-parleur sur notre site. Et ça serait vraiment bien que vous sautiez le pas et que vous vous écriviez, que vous passiez à l'écrit, sans stress et sans angoisse. Cool. Et sans commande sur le thème, parce que tu as posé la question, Christophe. Pierre, vas-y, dis un mot sur... Alors, oui, tout le monde est le bienvenu, femmes, hommes, tous les âges, toutes les conditions, etc. Et que sur le genre, on parle de genre. En fait, c'est une tribune sur laquelle vous pouvez témoigner de votre vision de demain, alors de la ville de Bordeaux bien sûr, de sa métropole, mais aussi de la ville en général, et surtout le demain. C'est quoi pour vous demain? Et demain, ça commence maintenant, ici et ailleurs, d'accord? Et le format est libre, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire du texte traditionnel, vidéo, chansons, pâte à modeler, peinture, sculpture, ce que vous voulez. Le plus important, c'est de pouvoir exprimer à votre façon votre vision de demain. Et après, vous me le transmettez, et ensuite, on regarde si voilà, tout va bien, etc. Et après, ça apparaîtra sur le site. Voilà, dont s'occupe Yannick sur le plan technique et avec Alice. Donc, je vous engage à me contacter quand vous voulez, et à voir sur Facebook. Sur Facebook, voilà, et à voir comment on peut prolonger cette histoire. Voilà, c'est important parce qu'à chaque fois, nous, dans Bordeaux Demain, on essaye de générer le plus de participation possible. Mais la participation, elle ne peut pas se limiter au fait qu'on vous le propose. Il faut aussi que vous le fassiez. Voilà, parce que sinon, ça ne sera pas participatif. Ou ça sera un semblant de participation. Parce qu'on l'aura dit, mais ça ne sera pas été fait. Donc ça commence par la tribune, mais par tout un tas de choses. C'est-à-dire y compris, moi je vous le redis tout le temps, s'il y a des sujets de samedi que vous voudriez voir abordés, s'il y a un autre format que le samedi matin que vous trouveriez intéressant de s'envisager, si vous avez envie de donner un avis sur le quartier dans lequel vous vivez, si vous avez envie de vous exprimer sur une thématique, vous écrivez ou vous nous en parlez, parce que sinon ça peut aussi se transformer en travail en chambre pour nous. C'est-à-dire qu'on a ces samedis, puis après finalement on est quelques-uns à rédiger, mais ça reste une pensée de quelques-uns. Donc si on veut vraiment que ce soit un budget, un projet participatif, il faut se lancer. Voilà, donc toutes les portes sont ouvertes chez nous. Merci beaucoup.